Le plan de la séance, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que des moteurs de recherche. On va regarder un petit peu tout le volet du PPC-SEM, donc le volet du référencement payant. Ensuite de ça, on va regarder tout le volet de l'organique, donc le SEO. On va regarder les stratégies pour optimiser le SEO on-site ainsi que le SEO off-site. Et à la fin, on va regarder un petit peu comment est-ce que le PPC et le SEO peuvent travailler de façon synergétique et un petit peu pourquoi, dans le fond, le PPC demeure quand même très important, même si le référencement organique est déjà bon. Les moteurs de recherche. Donc, ce qu'il faut savoir, quelques statistiques là, au niveau des requêtes sur Google, il y a 30 000 milliards de pages qui sont indexées au total par Google. Il y a 20 milliards de sites qui sont visités chaque jour par Google, donc que Google va crawler les différents sites. Il y a 3,3 milliards de requêtes qui sont effectuées chaque jour, donc 100 milliards par mois. Il y a 15% des requêtes qui sont des nouvelles requêtes, donc soit 500 millions par jour. Au niveau des parts de marché, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, Google occupe 90% des parts de marché. Bing a près de 4% des parts de marché et Yahoo a près de 3%. Au niveau maintenant du Canada, donc si on regarde les statistiques spécifiques au Canada, c'est 85% qui est alloué à Google, il y a 6% à Bing, il y a 9% à Yahoo. Et quand on regarde aux États-Unis, donc la situation est quand même différente. On est à 67% là, pour Google versus 18% pour Bing et c'est 15% qui est pour Yahoo et d'autres moteurs de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur de recherche, c'est une application web qui permet de trouver quelque chose sur Internet. Donc, ça permet finalement à un consommateur d'effectuer une requête par le biais d'un moteur de recherche et de trouver en fait des sites, des contenus qui vont permettre de répondre à ses besoins. Les éléments recherchés, en fait, ça peut être des pages web, ça peut être des articles, des vidéos, des photos. Donc, c'est vraiment des contenus qui vont être indexés là, finalement par les moteurs de recherche. Pour afficher les résultats de recherche, c'est basé sur un algorithme puis sur justement l'action des robots, des spiders. L'objectif en bout de ligne, c'est vraiment d'indexer les contenus qui existent pour permettre de répondre aux requêtes des consommateurs et donc finalement atteindre le consommateur au moment où est-ce qu'il est à la recherche d'un produit, qui envisage l'achat, un moment où est-ce qu'il cherche à vraiment localiser une marque. Donc, les requêtes sont réalisées essentiellement sous la forme de mots. Au niveau des moteurs de recherche, il y a vraiment deux grands types. Il y a deux grandes stratégies au niveau des moteurs de recherche. La première, c'est tout ce qui touche le volet payant. Donc, on entend référencement payant. On appelle, souvent, vous allez entendre le mot PPC pour pay-per-click, SEM pour Search Engine Marketing, ou on peut entendre aussi des liens sponsorisés. Fait que tout ça, c'est des synonymes. Donc, qu'est-ce que c'est le référencement payant? C'est une publicité textuelle qui va apparaître lorsqu'un utilisateur d'un moteur de recherche va saisir un mot-clé ou une expression donnée. Et puis, pour y apparaître, en fait, il faut payer. Donc, ce sont les 4 premiers résultats qui sont affichés sur les moteurs de recherche sur Google. Donc, tout ça, c'est vraiment du référencement payant. Pour ce qui est maintenant du référencement organique, qu'on appelle aussi référencement naturel ou le Search Engine Optimization, donc tout ça, c'est vraiment qu'est-ce qui va apparaître en dessous justement des liens payants. Tout ça, ça va être de l'organique. Donc, une entreprise ne peut pas payer, en fait, pour apparaître au niveau du référencement naturel. C'est pas un média en soi. Par contre, une entreprise peut mettre en place des stratégies qui vont vraiment lui permettre d'optimiser sa position au niveau là, du référencement organique. Donc, ça vise à obtenir, les organisations vont viser à obtenir justement pour un ensemble de mots-clés, de combinaisons de mots-clés qui vont être saisis par des utilisateurs, la position la plus élevée parmi tous les résultats de recherche naturelle, donc qui vont apparaître dans le corps des pages des résultats des moteurs de recherche. Donc, vraiment, pour travailler le volet du SEO, on va le voir tout à l'heure, il y a vraiment deux volets. Il y a tout ce qui est on-site puis tout ce qui est off-site. Fait qu'on peut mettre en place des stratégies qui vont nous permettre finalement d'optimiser sur du long terme notre positionnement au niveau de l'organique.
Alors, pour vous illustrer un petit peu comment est-ce que le PPC versus le SEO et la requête, en fait, comment tout ça, ça fonctionne. Donc, on est sur Google, on fait une requête, alors on recherche le mot-clé assurance auto. Donc, assurance auto représente la requête du consommateur et donc Google va afficher donc comme 4 premiers résultats. Les 4 premiers résultats vont donc être des recherches qui sont payantes. Ça va être du référencement payant qu'on appelle aussi PPC ou SEM. C'est possible des fois qu'il y en ait juste une, qu'il y en ait juste deux. Donc, une ou deux annonces finalement qui apparaissent ou 3 annonces. Ça dépend vraiment en fait finalement de la concurrence. Donc, dans le domaine de l'assurance de dommages, c'est très rare. En règle générale, il y a toujours quatre premiers résultats qui sont spécifiquement donc finalement des résultats payants. Et selon Moz, en fait, c'est 22% du trafic là, qui serait plus davantage cliqué via le PPC. Et ensuite de ça, en fait, ce qui apparaît là, sous ces 4 premiers résultats de recherche, donc sous le volet payant, c'est vraiment le référencement organique qu'on appelle aussi SEO. Dans ce cas-ci, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas, on paye pas dans le fond pour apparaître dans ces résultats-là. Par contre, on peut mettre en place des actions qu'on verra tout à l'heure pour venir aider à être mieux référencé en fait d'un point de vue organique. On va parler plus spécifiquement maintenant du PPC, donc des stratégies, puis de comment est-ce que le PPC, ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des médias numériques, le SEM, donc le PPC, c'est 53% des investissements sur le web, des investissements publicitaires sur le web. Lorsqu'on le regarde vraiment sur le point de vue du mobile, donc des investissements publicitaires au niveau du mobile, ça représente 51% de tous ces investissements publicitaires-là. Le PPC, pourquoi est-ce qu'on l'utilise en fait? Le PPC, c'est un excellent moyen de conversion. Ça permet vraiment de rejoindre le consommateur à la fin de son processus d'achat, à la fin de son funnel de conversion. On rejoint donc le consommateur au moment où est-ce qu'il a besoin d'un produit, d'un service, un moment où est-ce qu'il nous recherche, donc qui a vraiment fait l'action de rechercher un élément en lien avec notre produit ou notre service. Ça permet de contrôler l'affichage des liens dans les résultats parce qu'on paye en fait pour y apparaître et c'est en fonction finalement des enchères, en fonction du montant qu'on est prêt à mettre et de la pertinence des publicités. On va le voir tout à l'heure. En fait, il y a d'autres éléments que l'enchère qui vont, dans le fond, influencer le résultat au niveau justement du PPC. Ce qu'il faut comprendre, un élément qui est important, c'est que le PPC, c'est un média qui bénéficie souvent d'un effet de synergie quand même très important en provenance des autres médias. Par exemple, lorsqu'on a une campagne télé, c'est certain que souvent on peut voir un volume de recherche plus élevé, des taux de clics plus élevés. Donc, en bout de ligne, le PPC va bénéficier beaucoup plus, en fait, qui est accompagné d'une synergie de d'autres médias. Bien souvent, puis on va le voir dans d'autres séances, quand on analyse puis qu'on regarde les attributions, quand on attribue, disons, en last touch, le dernier point de contact au niveau de la mesure web, on va voir que le PPC performe très bien, donc au niveau du last touch. Par contre, ce qu'il faut comprendre, puis c'est important de l'analyser d'un point de vue 360 parce que on va voir que le PPC, souvent, en bout de ligne, c'est vraiment un média là, qui va bénéficier donc de l'effet de synergie. Fait que c'est certain qu'en bout de ligne, peut-être que la conversion pourrait davantage être attribuée à la télé. C'est peut-être plus la télé qui a fait en sorte que l'utilisateur va avoir recherché ce mot-clé-là, cet ensemble d'expressions spécifiques-là. Et donc, quand on l'analyse d'une mesure web, par contre, si on l'analyse en last touch, on va voir que c'est le PPC finalement qui va avoir bénéficié de ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PPC, c'est un moyen qu'il faut travailler en synergie avec les autres médias qui va vraiment bénéficier lorsqu'il va y avoir une présence de campagne grand marché. Chacun des principaux moteurs de recherche aussi possède son propre programme de publicité PPC. Google, par exemple, va utiliser le AdWords et puis Bing et Yahoo, eux autres, de leur côté, utilisent le même programme qui est le Ad Center.
comment fonctionne le PPC? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'annonceur, on va le voir tout à l'heure de façon plus spécifique, va sélectionner les mots-clés sur lesquels il désire apparaître, des mots-clés qu'il peut croire en fait que ses prospects vont rechercher. Ensuite de ça, bien, les visiteurs vont vraiment rechercher ces mots-clés-là. Google va afficher et va classer les annonces en fonction de la pertinence, puis en fonction de l'enchère aussi que l'annonceur va avoir attribué. Les annonces gagnantes vont donc être affichées, les 4 annonces gagnantes, s'il y en a suffisamment pour en afficher 4. Et l'annonceur va payer seulement lorsque l'on clique sur l'annonce ou lorsque un individu va cliquer sur l'annonce. Le fonctionnement des enchères, en fait, comment ça fonctionne? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes de recherche payantes, que ce soit Google, Bing et autres, vont utiliser un système d'enchères pour vraiment, dans le fond, déterminer quelle annonce va être présentée au navigateur. Donc, c'est quoi la première annonce qui va être présentée au consommateur? Il y a plusieurs facteurs qui vont faire partie du processus de sélection des annonces. Donc, pour déterminer c'est quoi les 4 annonces gagnantes qui vont apparaître là, donc au niveau du référencement payant, eh bien, c'est certain que oui, il y a le volet du montant que l'annonceur est prêt à bider. Par contre, il y a d'autres facteurs aussi qui vont entrer en jeu. Donc, c'est pas toujours le plus offrant qui va gagner. Par exemple, le quality score, le format des annonces, on va le voir plus en détail tout à l'heure. C'est aussi des éléments qui sont très importants à prendre en considération et qui vont maximiser en fait les chances d'apparaître et ce au plus faible coût possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une stratégie d'achat de mots-clés, souvent c'est important d'aussi acheter les mots-clés qui sont reliés à notre marque. Et ce, surtout dans des industries qui sont très compétitives. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'assurance auto, par exemple, Desjardins pourrait décider d'acheter des mots-clés assurance Desjardins. Donc ça, ce sont des mots-clés reliés à sa marque. Mais aussi d'acheter des mots-clés, bien sûr, plus génériques. Par exemple, dans ce cas-ci, ça serait assurance auto. C'est certain que pour établir, en fait, le montant du bid, ça dépend des compétiteurs, du montant que ces gens-là, que les annonceurs, les autres annonceurs vont mettre en termes de bid. Ça va dépendre de la qualité des annonces aussi. Mais c'est certain que ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de volume de recherche, plus il y a de compétition sur des mots-clés, bien, plus que ce mot-clé-là risque de coûter cher. Et à l'inverse, moins il y a de compétition, moins il y a de volume de recherche, et bien moins ça risque de coûter cher. Donc, c'est sûr que souvent, les mots-clés reliés à sa marque coûtent moins cher que des mots-clés génériques. Le fonctionnement des enchères, en fait, je vous inviterai à écouter la vidéo ici d'un économiste de chez Google qui explique très bien de quelle façon les enchères fonctionnent, de quelle façon, en fait, le rang, quelle publicité va afficher à quel rang. Donc, comme vous allez le voir, c'est vraiment, oui, le montant du bid, le montant qu'on est prêt à payer. Par contre, il y a vraiment aussi le quality score qui impacte et il y a vraiment aussi le format des annonces qui va impacter. Et tout ça, ça va nous aider à générer un rang à un tarif finalement. Donc, je vous inviterai à écouter la vidéo pour plus d'informations. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau du fonctionnement des enchères, c'est que le coût par clic, c'est un élément très important. Donc, le montant qu'on est prêt à bider. Le quality score aussi, c'est un élément qui est très important. Et les formats d'annonces qu'on va utiliser aussi. On parle depuis tout à l'heure vraiment du quality score. Donc, qu'est-ce qui influence de façon plus spécifique le quality score? En fait, il y a plusieurs éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les annonces diffusées par le biais du système AdWords sont pertinentes et qui vont vraiment correspondre aux recherches des internautes, eh bien, en bout de ligne, tout le monde va en gagner. Les annonceurs, les internautes, les éditeurs, Google. Donc, c'est pour ça qu'en bout de ligne, Google cherche à offrir ce qu'il y a de mieux aux annonceurs, parce que c'est sûr qu'il fait du profit avec ça, mais cherche aussi à offrir ce qu'il y a de mieux pour le consommateur, parce que le consommateur il veut qu'il utilise Google comme pour faire ses requêtes. Donc, plus le niveau de qualité va être élevé, plus les coûts vont être réduits, meilleure la position de l'annonce va apparaître aussi pour un annonceur. Les annonces pertinentes, en fait, souvent vont générer, pour un consommateur, vont générer plus de clics, vont être mieux classées, vont offrir les meilleurs résultats. Donc,
Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans le fond, ce qui va impacter son quality score. On a, par exemple, le taux de clic, qui est un des éléments les plus importants. On a la pertinence de l'annonce, par exemple, pour l'utilisateur. On a la page de redirection, la landing page, donc qui est un élément très important. On a plusieurs autres méthodes, les mots-clés, est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils concordent avec la recherche? Est-ce que en fait, l'annonce, est-ce qu'elle est bonne pour le consommateur? Donc, vraiment, il y a tout plein de facteurs qui, en bout de ligne, influencent le quality score et qui permettent d'améliorer donc son quality score. Vous pouvez voir ici, là, en gros, l'élément majeur, ce qui a le plus d'importance, c'est vraiment le taux de clic. Donc, si on veut maximiser finalement son quality score pour maximiser son positionnement, dans le fond, son rang au niveau de l'apparition sur les recherches payantes, eh bien, c'est vraiment important. Puis réduire son coût en bout de ligne, c'est vraiment important là, d'essayer d'avoir le meilleur taux de clic. Donc, pour avoir un meilleur taux de clic, on peut soit optimiser nos annonces, ou à l'inverse, on peut soit aller épurer, regarder c'est quoi les mots-clés qui génèrent des conversions versus c'est quoi les mots-clés qui génèrent beaucoup d'impressions mais ne génèrent pas de conversion. Puis dans ce cas-ci, eh bien, on pourrait se dire on n'apparaîtra plus, on va arrêter d'acheter ces mots-clés-là parce qu'en bout de ligne, on imprime, mais les gens cliquent pas. Fait que ça fait en sorte que notre taux de clic est pas super bon. Ça fait en sorte que notre quality score, ben, il va diminuer. Puis ça fait en sorte que notre position d'annonce va être moins bonne, que notre coût dans le fond, finalement, le coût que ça va nous coûter, le coût par clic va augmenter aussi. Le coût par conversion va augmenter. Donc, ce sont vraiment des éléments à prendre en considération lorsque l'on effectue une campagne de PPC. Lorsque l'on met en place une campagne AdWords, en fait, il y a un élément qui est très important à considérer, c'est la structure de son compte. C'est la base et c'est vraiment un élément hyper important parce que si on a un compte qui est bien structuré, on va pouvoir mieux gérer nos campagnes, on va pouvoir optimiser nos campagnes et en bout de ligne, on va pouvoir obtenir, dans le fond, le plus de résultats possible, le plus de conversions possible et ce, au plus faible coût possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soit on a un compte AdWords, donc une organisation va avoir son compte AdWords. Je vais prendre un exemple, le magasin Empire qui vend des vêtements de snow, des vêtements de surf. Bon, par exemple, on va y aller avec les maillots de bain. Disons qu'Empire décide de faire une campagne AdWords pour vraiment faire la promotion de ses maillots de bain. Eh bien, au niveau des campagnes, quand on a un compte AdWords, il faut créer des campagnes, donc différentes campagnes. Ce qu'il faut savoir au niveau des campagnes, c'est qu'il y a différentes configurations possibles. C'est au niveau des campagnes qu'on va établir les budgets quotidiens, qu'on va établir les pays, les langues, qu'on va déterminer les répartitions de contenu, de recherche, qu'on va afficher les dates de début de campagne, de fin de campagne. Donc, c'est très important de se structurer. Par exemple, dans le cas du magasin Empire, pour vendre des maillots de bain, pourrait décider d'utiliser comme groupe, comme campagne en fait numéro 1, maillot de bain de marque Roxy, par exemple. Comme campagne numéro 2, pourrait utiliser maillot de bain, mais générique en bout de ligne. Donc, des maillots de bain sans avoir de notion de marque. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, dans le fond, Empire, dans ce cas-ci, pourrait décider d'attribuer un budget quotidien pour la campagne 1, donc les maillots de bain Roxy, et un autre budget quotidien différent pour la campagne 2, qui est les maillots de bain sans nom de marque. Sous chacune de ces campagnes-là, on retrouve les groupes d'annonces. Les groupes d'annonces, en fait, ils vont nous aider à promouvoir des produits ou des services différents. Ils vont nous aider à définir des coûts par clic maximum par groupe d'annonces parce que vraiment, le bidding qu'on va aller effectuer, on va l'identifier au niveau des groupes d'annonces. Et ça va nous permettre aussi de rédiger des annonces pour chacun des groupes d'annonces qui va être en lien avec ces groupes d'annonces-là et d'adapter les mots-clés aussi. Donc, dans l'exemple ici, encore une fois, si on poursuit avec le même exemple que je vous donnais, dans la campagne 1, qui est les maillots de bain de la marque Roxy, on pourra avoir le groupe d'annonces bikini, puis on pourra avoir le groupe d'annonces des one piece, donc des maillots 2 pièces versus des maillots 1 pièce. Ensuite de ça, ben là, ça va nous permettre de rédiger des annonces en fonction de ces groupes d'annonces-là, avec justement d'utiliser dans le titre le mot bikini ou sinon dans l'autre groupe d'annonces le mot One Piece, Roxy. Et donc, vraiment d'avoir des annonces qui vont avoir la meilleure qualité et possible, finalement, qui vont être en lien avec la campagne, en lien avec le groupe d'annonces. Et
ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite de ça vient le niveau 3 qui sont tous les mots-clés. On devrait avoir en fait des mots-clés différents dans chacun des groupes d'annonces. Donc, parce que si on utilise les mêmes mots-clés dans le groupe d'annonce 1 que dans le groupe d'annonce 2, ce qui arrive, c'est qu'on va un peu se cannibaliser. On va bider sur finalement les mêmes mots-clés à travers des groupes d'annonces, à travers des campagnes qui appartiennent à la même marque. Donc, ça, c'est pas une bonne pratique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une très bonne segmentation pour que dans le groupe d'annonce 1, on identifie finalement vraiment un seul mot-clé puis toutes ses déclinaisons. Dans ce cas-ci, par exemple, si on poursuit avec l'exemple du magasin Empire, dans le groupe d'annonces du bikini, de la campagne Roxy, des maillots de bain Roxy, on pourrait avoir bikini Roxy, bikini avec un S Roxy, maillot 2 pièces Roxy, maillot avec un S Roxy, donc c'est un peu différentes combinaisons. Et dans la campagne numéro 2, qui était les maillots Roxy, mais les One Piece, on pourrait avoir les maillots une pièce Roxy, maillot de bain Roxy, le One Piece Roxy, donc vraiment des déclinaisons similaires à ces mots-clés-là. Vous avez donc ici l'exemple pour visualiser un petit peu ce que je mentionnais là, avec l'exemple du magasin Empire. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très, très, très important de très bien structurer son compte AdWords pour vraiment pouvoir maximiser vraiment son bidding sur les bons mots-clés, pour maximiser aussi la qualité, les taux de clic, qui sont tous, on va le voir plus en détail, des éléments qui influencent la position et le coût au niveau du PPC. Les avantages d'avoir une bonne structure dans AdWords, c'est que ça permet vraiment une meilleure gestion en termes d'optimisation et de budget, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le budget va vraiment se fixer au niveau des campagnes. Donc, si on retourne dans l'exemple, puis qu'on réalise, mettons que si on avait mal structuré notre compte, ça ne nous permettrait pas d'ajuster le budget de façon conséquente. Par exemple, si la demande pour les maillots sans marque était plus forte que pour les maillots avec marque, mettons les maillots Roxy, mais qu'en bout de ligne, on se rendait compte que les maillots Roxy convertissent davantage. Mais si on avait tout mis dans la même campagne, on ne serait pas capable d'ajuster le budget sur qu'est-ce qui convertit le mieux. Dans ce cas-ci, comme on les sépare, eh bien, on pourrait dire, ben moi, je vais mettre 75% de mon budget sur qu'est-ce qui convertit le mieux, donc vraiment sur les maillots Roxy, puis je vais mettre le reste de mon budget, par exemple, sur les maillots sans le nom de marque. Ça permet aussi de mieux répondre à la demande des internautes parce qu'en segmentant vraiment en plusieurs groupes d'annonces, eh bien, on peut être plus précis dans les types d'annonces. Ça nous permet là, vraiment souvent de générer un meilleur taux de clic. Ça nous permet de rediriger aussi nos annonces vers les bonnes pages. Ça permet donc de maximiser la conversion. Je vous donne un exemple encore une fois avec les maillots de bain. Bien, si un internaute recherche en fait Bikini Roxy, il pourrait arriver sur une annonce PPC où est-ce que le titre mentionnerait la requête Bikini Roxy. Donc, c'est certain que là, dans ce cas-ci, pour l'utilisateur qui recherche ça, eh bien, ça correspond parfaitement à sa recherche. Et puis, dans le fond, s'il clique sur l'annonce, il pourrait arriver directement à une page du site Empire, par exemple, qui positionne tous les maillots Roxy 2 pièces. Donc, ça ici, ça permet vraiment d'offrir à l'utilisateur finalement la meilleure page du site pour son besoin. Ça permet aussi en fait d'améliorer en bout de ligne le quality score parce qu'avec des annonces spécifiques par produit, eh bien, ça maximise les taux de clic et ça améliore donc le quality score justement des mots-clés. Pour avoir une bonne structure, souvent, on peut s'inspirer un petit peu de l'architecture d'information de son site web. Souvent, les sites web vont être vraiment positionnés aussi en fonction des recherches des utilisateurs, en fonction justement de tous les produits qui sont offerts dans une organisation. Donc, des fois, c'est une bonne base pour établir une bonne structure de compte dans AdWords. Alors, bien structurer un compte AdWords, ça a plusieurs avantages. Donc, une mauvaise structure, ça va souvent engendrer des mauvais résultats parce que quand on a une absence de structure, souvent on va avoir des listes de mots-clés toutes désordonnées. On va avoir des textes d'annonces qui vont être rédigés sans tenir compte des mots-clés, sans tenir compte des groupes d'annonces. Et tout ça, bien, ça fait en sorte que souvent on va avoir un faible taux de clic. Si on a un faible taux de clic, on va avoir un faible niveau de qualité. On va avoir un enchère plus élevé, l'enchère minimum qui va être plus élevé. On va avoir un mauvais positionnement, fait que c'est une roue qui tourne.
Et à l'inverse, ben, si on a une bonne structure de compte, eh bien, on va avoir une liste de mots-clés souvent qui va être beaucoup mieux organisée. On va avoir des textes d'annonces qui vont être rédigés vraiment en fonction des mots-clés, en fonction des groupes d'annonces. Et tout ça, eh bien, ça va permettre d'améliorer le taux de clic, ça va permettre donc d'améliorer le niveau de qualité, ça va permettre de réduire l'enchère minimum, puis ça va apporter en bout de ligne aussi un meilleur positionnement. Un autre élément qui est très important puis qui est une étape, donc lorsque l'on effectue une campagne de PPC, eh bien, c'est vraiment de déterminer les mots-clés qu'on va acheter. Il faut se poser la question, c'est quoi les mots-clés susceptibles d'être tapés par les prospects sur les moteurs de recherche? Donc, on peut utiliser les différents personas puis se dire, ben, c'est quoi que ce persona-là rechercherait? Il y a des outils aussi qui existent pour aider notre décision sur les mots-clés, dans le fond, à inclure. C'est un outil qui va très bien, qui est le Google Keyword Planner. C'est un outil gratuit qui est offert par Google. Puis ça permet vraiment de rechercher des idées de mots-clés et de groupes d'annonces. Ça permet de comprendre les résultats qu'une liste de mots-clés est susceptible d'obtenir selon différents critères de ciblage, comme par exemple les volumes de recherche, les enchères proposées. Ça permet de créer une liste de mots-clés en combinant plusieurs listes existantes. Puis ça permet aussi de définir les enchères et les budgets compétitifs dans chacune de nos campagnes PPC. Fait que vraiment, cet outil-là, c'est un outil qui est super pour vraiment nous aider à déterminer ben, c'est quoi les volumes de recherche par rapport aux mots-clés, c'est quoi les mots-clés reliés à ça qui sont aussi recherchés. Donc vraiment, c'est un outil qui est génial pour aussi nous aider en plus à déterminer c'est quoi l'enchère suggérée. Fait que vraiment, quand on fait une campagne de PPC, on devrait bien sûr toujours utiliser cet outil-là pour nous aider à déterminer les meilleurs mots-clés finalement à acheter. Je vous montre ici un exemple. Donc, avec justement les maillots Roxy qu'on parlait tout à l'heure, donc les mots bikini, maillot de bain, bikini Roxy, les maillots 2 pièces, ils ont tous un volume de recherche quand même très élevé. Le maillot avec la marque Billabong, par exemple, a un volume de recherche plus moyen. Et pour certains, quand il n'y a pas assez de volume, des fois, ou qui n'ont pas assez d'historique, ils ne mettront pas nécessairement les enchères suggérées, mais pour plusieurs mots-clés, en fait, Google va suggérer une enchère. Donc, on voit un petit peu ça, à quoi ça peut ressembler. Fait que des fois, ça peut vous aiguiller pour savoir un petit peu comment ça peut coûter en termes de clics. Eh bien, vous pouvez vous référer vraiment à cet outil-là. On parlait tout à l'heure des mots-clés reliés à la marque, que c'était important d'aussi les acheter, et ça surtout lorsque les industries sont très compétitives. Je vous donne un exemple ici. J'ai fait une recherche Industrielle Alliance Assurance Auto. Ce qui arrive, c'est que si Industrielle Alliance avait décidé de ne pas être présent, eh bien, la compétition, eux autres, ils vont être présents. Parce que les gens, souvent, dans des industries compétitives comme l'assurance auto, les gens s'achètent. Donc, ça fait en sorte qu'ils achètent les mots-clés reliés aux marques des compétiteurs. Alors, c'est pour ça aussi que ça apporte une importance dans une industrie compétitive d'aussi acheter des mots-clés qui sont reliés à sa marque, de pas juste se référer en fait à son positionnement organique parce que les 4 premiers résultats, c'est des résultats de PPC, des résultats payants. Donc, l'organique arrive en 5e position. Fait que même si on est en première position dans son résultat organique, eh bien, si on n'est pas présent, donc on risque finalement de donner, il y a des risques que les consommateurs plutôt choisissent un compétiteur. Je vais vous parler un petit peu maintenant des ciblages de mots-clés parce que quand on fait une campagne sur Google AdWords, eh bien, on peut choisir ces types de ciblage au niveau des mots-clés. On peut décider de choisir le ciblage exact. Fait que ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que l'annonce va apparaître lorsque l'internaute va taper le mot-clé exact que vous avez acheté. Fait que ça permet une requête de recherche très spécifique. Fait que mettons que vous avez acheté le mot-clé Bikini Roxy, écrit de cette façon-là, eh bien, votre annonce va apparaître sur la requête Bikini Roxy telle que vous l'avez achetée, mais elle n'apparaîtra pas, par exemple, juste sur le mot bikini, ni juste sur le mot Roxy. Un autre type de ciblage, c'est le ciblage par expression. Ce ciblage-là va permettre de capter un peu plus d'impressions que le ciblage exact parce que votre annonce va apparaître en plus sur les requêtes qui vont inclure votre mot-clé acheté. Fait que par exemple, toujours avec l'exemple Bikini Roxy, vous allez apparaître sur, oui, Bikini Roxy, mais aussi sur, par exemple, Nouveauté Bikini Roxy. Donc, sur des mots de votre requête, plus des mots
qui va avoir, dans le fond, le mot exact de la requête plus des ajouts à ce mot exact. Mais par contre, vous n'apparaîtrez pas sur Bikini avec un S Roxy, ni sur Roxy Bikini. Maintenant, il y a un autre type de ciblage qui est le large modifié. Ce ciblage-là, il est créé par Google. Il va vous permettre d'apparaître sur différentes combinaisons de mots-clés. Avec le même exemple de Bikini Roxy, ça vous permettrait d'apparaître sur Nouveauté, Bikini avec un S Roxy, ou tout simplement sur Bikini avec un S Roxy, ou sur, par exemple, Bikini Noir Roxy. Donc, c'est vraiment un ciblage plus large. Et un autre type de ciblage qui est le ciblage large, qui va vous permettre d'apparaître sur des requêtes comme le large modifié qu'on vient de voir, mais aussi sur des synonymes. Par exemple, maillot Roxy, One Piece Roxy, nouvelle collection de maillots Roxy. Donc, ce sont tous des possibilités de ciblage qu'on peut ajouter. Quand on fait l'achat, quand on détermine finalement les mots-clés qu'on veut acheter pour chacun de nos groupes d'annonces et nos campagnes. Donc, vous pouvez voir ici le résumé, là, juste pour regarder. Le mot-clé exact va avoir moins de volume de recherche, tandis que la requête large, on va aller beaucoup plus large et on va avoir un plus grand volume de recherche au global. Alors, un autre élément qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le Dynamic Keyword Insertion. Donc, juste pour vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça fait, c'est que, en fait, dans votre titre, votre premier titre au niveau de votre annonce PPC, c'est possible, donc, d'aller récupérer, donc, certaines parties du mot-clé qui va être tapé là, par l'utilisateur pour vraiment venir un peu personnaliser l'annonce. Donc, dans ce cas-ci, alors ça, des fois, ça permet de générer un meilleur taux de clic. Donc, ça peut être une bonne approche, une bonne façon là, de venir vous aider à maximiser vos taux de clic. Alors, je vous mets quelques exemples. Donc, une personne recherche Dark Chocolate Bar. Au niveau de l'insertion, donc dynamique dans ce cas-ci, ça pourrait afficher Buy Dark Chocolate. Puis, donc, après ça, ben là, c'est dans le fond le reste de l'annonce qui est plus régulière, là, donc l'URL, puis le texte descriptif. Fait que c'est vraiment dans le premier titre là, que finalement cette insertion dynamique a lieu. Les mots-clés négatifs, en fait, c'est important de déterminer des mots-clés aussi négatifs, d'exclure des mots-clés d'une campagne PPC. Je vous donne quelques exemples. En fait, des fois, on ne veut pas apparaître sur un mot-clé qui, par exemple, en ciblage large, répondra pas à la requête. Je vous donne un exemple de la peinture bétonnelle, par exemple. Pourrait décider d'exclure les mots-clés cours de peinture ou peinture à l'eau parce que, dans le fond, pour ne pas apparaître sur ces genres de requêtes-là. Parce que si, dans le fond, il achète le mot-clé peinture, mais avec un ciblage plus large, eh bien, il risque d'apparaître sur ce type de mots-clés-là. Donc, c'est important, des fois, de penser à utiliser des mots-clés négatifs. Un autre élément, c'est pour éviter l'atteinte à notre marque. Je vous ai mis un exemple ici. Par exemple, un utilisateur qui veut frauder, qui marque carte de crédit pour frauder, et puis là, on arrive et puis Scotia, dans le fond, est présent avec une annonce en PPC. Fait que c'est sûr que ça fait un peu bizarre pour sa marque. Donc, pour éviter l'atteinte à notre marque, eh bien, on peut mettre en négatif ce genre de mots-clés-là. Ensuite de ça, on peut aussi mettre des mots-clés en négatif pour éviter de se cannibaliser. Par exemple, lorsque différents produits partagent une marque mère, mettons la Capitale Assurance Générale, dans le fond, partage quand même une marque qui est la Capitale, puis même une marque un petit peu plus large, la Capitale Assurance. Donc, pourrait décider justement pour pas se cannibaliser avec l'assurance vie, pourrait décider dans le fond, de mettre en négatif les mots-clés assurance vie pour pas faire monter les enchères pour, dans le fond, l'assurance vie de leur côté, pour pas se cannibaliser. Un autre élément aussi en négatif, c'est des fois entre compétiteurs, on peut prendre des ententes pour ne pas s'acheter sur nos noms de marque. Donc, on peut mettre en négatif dans ce cas-ci les noms reliés à des marques qu'on veut pas acheter. Un autre élément qui est très important en PPC, c'est de définir les objectifs. On l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment le PPC, c'est un média qui est à la fin du funnel du comportement du consommateur. C'est vraiment un média d'action. Donc souvent, c'est très important de déterminer les bons KPI pour vraiment bien optimiser sa campagne.
On pourrait décider, c'est plus rare, mais on peut décider d'optimiser notre campagne PPC pour faire de la notoriété. Donc, on peut dans ce cas-ci optimiser au CPM. Je vous donne un exemple. Volkswagen pourrait optimiser au CPM pour vraiment essayer d'obtenir un volume d'impression élevé au plus faible coût possible pour maximiser les chances d'être dans l'ensemble évoqué des consommateurs qui magasinent un véhicule. Souvent, on va utiliser d'autres médias que le PPC pour ça parce que le PPC, souvent, c'est un média où est-ce que le consommateur recherche quelque chose. Donc, on ne cherche pas tant à faire de la notoriété par le PPC, mais c'est quelque chose qui est possible. Un autre élément, dans le fond, on pourrait peut-être plus y aller avec la conversion, le CPA. Par exemple, Desjardins Assurance Auto pourrait décider d'optimiser vraiment au CPA pour obtenir le plus de soumissions possible au plus faible coût possible. Donc, son coût par acquisition, dans le fond, sa conversion dans ce cas-ci, ça serait vraiment la soumission. Donc, l'optimisation peut être faite pour, par exemple, Desjardins Assurance, vraiment au niveau de la soumission. Une autre façon, c'est au coût par clic. Donc, pour optimiser son trafic au niveau du web. Je vous donne un exemple. L'Autorité des marchés financiers pourrait décider de plutôt optimiser son PPC au coût par clic parce que pour avoir, par exemple, des articles de contenu qui sont éducatifs, qui sont disponibles sur son site web et peut-être que leur objectif, c'est vraiment de maximiser le nombre de visites, le nombre de lectures de ces articles-là. Donc, dans ce cas-ci, le CPC va être un excellent moyen donc d'optimiser son PPC. Et pour les gens qui font, pour les entreprises qui font du e-commerce, dans le fond, le ROI, d'optimiser au revenu, ça, c'est super bien. Donc, par exemple, Roxy.com pourrait décider d'optimiser son PPC vraiment en fonction des revenus générés par le PPC, donc des ventes qui ont été effectuées parce qu'il y a l'achat en ligne, donc ça leur permet vraiment d'effectuer le PPC puis de l'optimiser au niveau du ROI. On va parler un petit peu maintenant des annonces. Donc, c'est super important, on l'a vu tout à l'heure, d'adapter le texte des annonces à la liste des mots-clés. Donc, on veut que les mots-clés soient en lien avec, que les annonces plutôt soient en lien avec les mots-clés. D'identifier des éléments aussi qui sont différenciateurs, positionner des bénéfices dans le texte des annonces, parce que, tu sais, souvent, là, c'est justement ces quelques secondes, l'utilisateur, faut que instantanément, dans le fond, il puisse vraiment très bien cerner est-ce que cette annonce-là répond, est-ce que ce site-là répond à mon besoin. Un élément qui est intéressant, c'est que c'est nouveau. En fait, Google a lancé des Expanded Text Ads qui permettent vraiment des annonces avec davantage de caractères. Donc ça, c'est super intéressant en fait de les utiliser. Ça prend beaucoup plus de place. Ça nous permet de positionner davantage de messages. Donc un titre beaucoup plus avec plus de mots justement, une description aussi avec plus de mots, un URL en plus long. Donc vraiment, c'est très intéressant de les utiliser. Puis en plus, on l'a vu tout à l'heure, les formats impactaient donc positivement finalement sur le rang et sur le coût du bidding. Donc, vraiment d'utiliser les Expanded Text Ads, c'est très bien. Aussi, les extensions d'annonces, on va les voir plus en détail, mais il y a différentes extensions d'annonces qui sont disponibles. Et puis, c'est très important de les utiliser aussi le plus possible parce que ça aussi, ça va impacter positivement là, donc finalement le rang. Il y a on va le voir là, de façon plus spécifique, mais il y a des liens annexes, des fonctionnalités click-to-call, des extensions de lieux, des click-to-download, des call-out extensions, des review extensions. Je vous montre un petit peu, on a parlé de Expanded Text Ads. Donc, ce que c'est en fait, là, c'est juste pour vous montrer le avant à gauche et le après avec l'Expanded Text Ads. Fait que vous voyez, le titre est beaucoup plus long. Le descriptif est plus long. L'URL aussi peut être plus long, peut positionner plus d'éléments. Des fois, ça nous permet dans l'URL de positionner des mots-clés qui sont... fait que dans le fond, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, ça peut maximiser aussi le quality score. Donc, c'est toute une roue qui tourne. C'est des éléments qui ensemble ont un effet positif. Et en plus, ben, sur mobile, c'est super parce que souvent, ben, dans le fond, on prend plus de place encore. Donc, on est encore plus visible. Comme vous voyez, dans le fond, en gros, je vous mets les specs. Là, avec le Expanded Text Ads, on peut avoir un titre là, de jusqu'à 30. Le premier headline va être de 30 caractères. Le deuxième headline va être aussi de 30 caractères. La description, on va être à 80 caractères. Après ça, le display URL, on peut, dans le fond, mettre un URL plus long. Et puis,
Fait qu'en bout de ligne, là, ça fait vraiment des annonces qui sont qui prennent beaucoup plus de place. Donc, on parlait d'utiliser différents liens dans les annonces. Donc, il y a les liens annexes. Je vous montre un exemple. Les liens annexes, c'est super intéressant de les utiliser parce que ça nous permet de positionner donc des liens avec des mots-clés qui permettent à l'utilisateur d'arriver en fait sur différentes pages. Je vous mets l'exemple ici de Assurance Auto Sonnette où est-ce que les autres ont mis le pour nous joindre, à propos de nous, Assurance Habitation, et puis obtenu une soumission. Fait que ça permet de positionner différents liens pour vraiment prendre plus de place, plus d'expansion et de permettre à l'utilisateur aussi qui effectue une requête de se diriger vers la bonne place. Ensuite de ça, il y a les click-to-call mobiles qui peuvent être très intéressants à utiliser. Donc sur mobile, alors c'est que ça permet dans le fond à l'utilisateur d'appeler directement, donc c'est vraiment un click-to-call. On peut décider d'utiliser le click to call only lorsque l'on fait du PPC. Par exemple, si je sais pas, il arrive quelque chose où le site web fonctionne pas bien, puis on fait des ventes en ligne et tout ça, mais qu'on fait aussi des ventes en centre d'appel, on peut bloquer puis forcer l'utilisateur dans le fond à appeler. Donc, ne pas lui permettre nécessairement d'aller sur le site par le PPC, par l'annonce, mais qui appelle directement. Alors, dans le but de venir maximiser un petit peu la conversion, l'extension de lieu est aussi une forme d'extension qui est disponible. Toujours, en fait, quand on parle d'extension, eh bien, ça vient favoriser aussi au niveau de l'équation du PPC le volet format. Donc, dans ce cas-ci, l'extension de lieu, qu'est-ce que ça fait? Ça permet donc de venir afficher en réalité son adresse physique. Donc, ça peut être très intéressant là, pour des commerces. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, c'est un concessionnaire. Alors, dans ce cas-ci, c'est super intéressant d'aller de l'avant avec une extension de lieu. Un élément qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut venir ajuster le bidding en fonction finalement de l'endroit où est-ce que l'utilisateur qui tape sa requête se retrouve. Donc, parce que si elle est très près finalement du lieu physique du magasin, eh bien, on veut peut-être s'assurer donc d'afficher dans sa requête, s'assurer d'apparaître. Alors, on va être prêt à payer plus cher que si elle est très loin. Donc, parce que l'effort de se rendre sur le lieu physique va être peut-être un petit peu plus grand. Donc, fait qu'on peut vraiment venir ajuster finalement sa stratégie de bidding en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur qui effectue sa requête. Un autre élément qui est super intéressant, donc c'est le click to download lorsque on doit en fait vraiment faire la promotion d'applications mobiles. On peut utiliser cette fonctionnalité-là qui est le click to download qui fonctionne très bien. Il y a les callout extensions, c'est qu'on a une liste de headers dans le fond qui sont disponibles. On peut pas choisir de mettre n'importe quoi. Puis des fois, il y a des headers ensemble qui fonctionnent pas bien. Donc, il faut vraiment choisir dans la liste qui est disponible, mais ça nous permet d'afficher différents éléments, différents bénéfices, par exemple comme le shipping gratuit ou le service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a vraiment différents éléments qu'on peut choisir. Ensuite de ça, là, il y a le Review Extension. Ça, dans le fond, pour pouvoir afficher ça, on doit positionner l'URL où est-ce qu'on a vraiment un review. Et puis, il faut que ça fasse 1 an, que le site ait une historique. Il faut que ça provienne d'une source externe, donc ça ne peut pas provenir de son site. Fait qu'il y a différents éléments là, qui font en sorte que c'est pas tout le monde qui peut nécessairement les utiliser, mais quand on peut, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, pour terminer le volet des formats d'annonce, des side links un petit peu, je voudrais vous parler en fait du Visual Side Link qui présentement est en bêta. Qu'est-ce que c'est un bêta? Dans le fond, Google, lorsqu'il lance une nouvelle fonctionnalité, dans ce cas-ci, souvent on va l'ouvrir d'abord en bêta pour regarder, évaluer la performance. Ça veut dire que c'est disponible uniquement auprès de certaines industries et de certains annonceurs. Pour pouvoir utiliser le bêta en question, eh bien, on doit se faire, on appelle whitelister, là, par Google.
Et dans le fond, une fois qu'ils ont suffisamment de data de leur côté pour dire, ben, on la lance ou on ne la lance pas, cette fonctionnalité-là, selon la performance, eh bien là, dans ce cas-ci, ils vont l'ouvrir à tous. Alors, le Visual Site Link, présentement, c'est une fonctionnalité qui est en bêta. C'est sûr que c'est une fonctionnalité qui peut être très performante, peut-être plus d'un point de vue retail, je vous dirais. Au préalable, là, ça a été ouvert spécifiquement pour le retail. Mais en fait, il y a d'autres industries, là, il y a d'autres annonceurs qui ont pu donc se faire whitelisté pour tester le bêta. Donc, ça peut quand même être intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que c'est super intéressant parce que sur mobile, eh bien, avec ce Visual Site Link, ça prend vraiment tout l'espace, tout l'écran. Ça permet donc d'ajouter, tu sais, on le sait, les annonces PPC, c'est vraiment du texte, c'est très textuel. Donc, c'est peut-être moins visuellement intéressant. Donc, peut-être justement quand on fait de la publicité numérique via bon, du display ou via sur Facebook, par exemple, eh bien, dans ce cas-ci, ça nous permet vraiment d'utiliser, d'exploiter l'image. Donc, ça permet plus de capter l'attention du consommateur. Fait que c'est une fonctionnalité qui est en test actuellement. Donc, juste pour peut-être vous donner quelques spécificités, c'est sûr qu'il faut, pour l'utiliser, en réalité, il y a quand même un guide. Google, dans le fond, nous donne beaucoup de specs en lien avec les images. On peut pas faire n'importe quoi, utiliser n'importe quel type d'image. On doit vraiment, finalement, entrer dans leur spectre un petit peu qu'ils recherchent d'un point de vue image. Et il faut aussi s'assurer que chaque image, on peut aller c'est de 3 à 5 images. En fait, chaque image doit absolument rediriger sur une page qui est différente. Donc, on ne peut pas utiliser deux images qui vont rediriger sur la même page. Alors, c'est sûr que faut quand même réfléchir à la façon de l'utiliser parce que des fois, bien, si on a une action très spécifique qu'on veut que notre utilisateur effectue, ça peut être plus difficile de trouver d'autres pages. Fait qu'il faut quand même que ça ait une valeur pour le consommateur aussi, là. Donc, faut se poser la question. C'est peut-être pas un format qui est propre, qui fonctionne pour tous les types d'objectifs, tous les types d'annonces. Mais souvent, il y a quand même une façon d'essayer de trouver une façon de l'utiliser finalement parce que c'est sûr que c'est un visuel qui, d'un point de vue, je pense, taux de clic, peut-être plus spécifiquement, va nous donner un grand coup de main parce que ça prend beaucoup de place, c'est imagé, ça capte beaucoup plus l'attention de l'utilisateur. Donc, un format finalement qui vous devriez voir apparaître de plus en plus lorsque vous effectuez donc des requêtes sur Google. Donc, en gros, les annonces, c'est important d'utiliser des fois des thématiques pour vraiment les regrouper. Par exemple, on pourrait avoir tout plein de types de sacs à dos. Ben, quand on regarde tous les types de mots-clés, on peut essayer de regrouper, tu sais, dans le fond, OK, j'ai des sacs de trekking, des sacs de camping, des sacs de randonnée, ensuite de ça, des sacs à dos. Et puis pour chacun, dans le fond, des mots-clés, vraiment d'avoir des annonces spécifiques. Donc, tout ça, ça va nous aider finalement à utiliser des thématiques pour regrouper nos annonces. Ça va nous aider à mieux écrire nos annonces. La tactique pour améliorer le taux de clic, on en a parlé tout à l'heure. Dans le fond, c'est un élément qui est très important. Donc, vraiment, pour essayer d'améliorer son taux de clic, eh bien, de maximiser l'efficacité des annonces, c'est un élément. Donc, on peut essayer de tester différentes versions. On peut utiliser les extensions d'annonces. On peut utiliser les expanded ads. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'efficacité de nos annonces et donc le taux de clic. Et il y a aussi le volet de regarder, de retirer tous les mots-clés qui affichent beaucoup, mais qui ne convertissent pas. Ça va vraiment nous aider. Un autre élément qu'on a vu tout à l'heure au niveau du Quality Score, la page d'atterrissage, la landing page. Donc, c'est très important de bien sélectionner la page des campagnes parce l'objectif, c'est toujours de maximiser les conversions. Des fois, c'est préférable pour une campagne d'utiliser une landing page spécifique. Par exemple, lorsque l'on veut s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas effectuer d'autres actions sur cette page-là. Si on veut vraiment focusser sur une seule action, une conversion, par exemple, la landing page, c'est un bon moyen. Sinon, on peut l'envoyer aussi sur une page de son site web qui répond vraiment à la requête du consommateur. Donc, vraiment, ce qui est important de faire, c'est d'adapter sa page de destination en fonction de ses annonces parce que ça va permettre de maximiser le quality score.
Je vous mets un exemple ici de page d'atterrissage en PPC, puis de processus au complet. En fait, je cherche la requête assurance auto. J'ai donc j'ai donc Desjardins Assurance, la Capitale, puis j'ai en fait Bel Air Direct, donc qui est comme troisième choix. Mettons que je décide de cliquer sur Bel Air Direct, on voit que bon, dans son titre, il y avait assurance auto, fait que tout ça c'est bon. Tu arrives sur une page, une landing page, dans ce cas-ci, c'est pas leur site internet, c'est vraiment une landing page spécifique, où est-ce que la seule action que je peux faire en bout de ligne, c'est demander une soumission. Donc, leur objectif, eux autres, c'est de générer de la soumission. Donc, c'est un très bon moyen qu'on peut utiliser. Donc, vraiment d'avoir un créatif et une page en lien avec la requête assurance auto. On voit que la page d'atterrissage aussi est en lien avec le créatif PPC. On parlait dans le créatif économiser plus de 200 $. Eh bien, on arrive sur la landing page, puis dans le titre, on a aussi, vous pourriez économiser plus de 200 $. Fait que tout ça, il y a une suite logique. Ça vraiment, on a les mêmes termes, on a les mêmes mots-clés, on a les mêmes expressions, on a les mêmes messages. Donc, tout ça, ça fait en sorte que oui, ça améliore le quality score, ça améliore l'expérience aussi pour l'utilisateur en bout de ligne. On a un focus conversion, soumission, donc ça, c'est une bonne pratique. Et puis un élément en PPC, c'est un média d'action qui est facile, qui est flexible quand je dis facile, qui est facile à modifier, à tester. Donc vraiment, il faut tester pour optimiser et ce de façon continue. Donc, il faut vraiment se définir ses objectifs. Est-ce qu'on veut plus de clics, plus de conversions? Est-ce qu'on veut développer notre marque? Est-ce qu'on veut un meilleur ROI? Donc, c'est important de définir ses objectifs, d'optimiser ses campagnes, ses groupes d'annonces, dans le texte dans ses annonces, vraiment d'optimiser les mots-clés, les pages de destination, puis de suivre les résultats au quotidien. Alors, parlant de tests, eh bien, je vais vous parler de Google Experiment, en fait, qui est un outil qui est disponible depuis quelques mois, en fait, directement dans AdWords et qui vraiment permet de très rapidement, en fait, tester, puis dans le fond, une campagne, de faire des tests A/B sur différents ad groups dans ce cas-ci. Donc, on doit, en fait, on peut uniquement, là, c'est pas, mettons, on peut pas faire du multivarié dans ce cas-ci, là, c'est vraiment qu'on prend notre campagne actuelle, donc, et on teste un élément différent via le Google Experiment. Donc, peut-être juste pour vous donner un exemple de Google Experiment fait, on pourrait décider, donc, on a un ad groups que on voudrait tester, voir si ce serait plus performant de l'envoyer sur une landing page ou bien de l'envoyer en fait sur une page web de son site informationnel. Alors, on peut très bien utiliser le Google Experiment pour ça. Donc, une fois qu'on aura suffisamment de volume, on peut monitorer en fait la performance en cours de campagne. On peut aller à tous les jours regarder qu'est-ce qu'il y en est jusqu'à maintenant, en fait, au niveau de la performance. Puis c'est sûr, il faut quand même laisser le temps là, à Google finalement, il faut laisser le temps, en fait, d'avoir suffisamment de volume pour que le test devienne vraiment, finalement, peut-être valide dans ce cas-ci. Donc, Google va vous l'indiquer lorsqu'on peut juger que c'est un test qui est valide. En fait, une fois qu'on a suffisamment de volume, eh bien, on peut voir finalement quelle finalement tactique va performer le mieux. Donc, dans cet exemple-ci, est-ce que c'est la page web, est-ce que c'est la landing page? Et selon la performance, eh bien, on peut dire, on applique cette solution-là à l'ensemble du compte et on reteste quelque chose. Donc, en fait, on peut au total planifier là, jusqu'à 5 tests, mais c'est vraiment un test à la fois là, qui peut être effectué versus une campagne originale, sur une campagne spécifique. Fait que c'est vraiment une façon qui est très facile, puis qui permet vraiment de tester plein de choses, puis d'amener en fait finalement sa stratégie PPC plus loin, de vraiment la peaufiner. Donc idéalement là, c'est quelque chose que en tant qu'organisation on devrait toujours avoir d'actif. Il y a toujours des choses à tester. Donc avec Google Experiment, comme c'est vraiment facile, de tester puis d'avoir des résultats concrets et après ça d'appliquer finalement ces apprentissages là sur l'ensemble du compte. Moi je vous recommande, si vous travaillez là, au niveau du PPC ou si vous mettez en place là, donc vraiment de l'achat de mots-clés, bien je vous recommande très fortement là, d'utiliser cette fonctionnalité-là, puis d'avoir vraiment, de planifier. Planifiez-vous en fait en avance vraiment
toute une stratégie de test, là. Donc, voici qu'est-ce que je vais tester pour ce mois-ci, pour le mois suivant, en fonction, bien sûr, de vos volumes. Donc, planifiez tous les éléments que vous aimeriez tester, puis assurez toujours avoir des tests en continu. C'est ce qui fait, là, en fait, qu'on est capable d'apporter vraiment la stratégie plus loin, qu'on est capable de maximiser, donc, finalement nos volumes, puis de réduire en fait nos coûts par, dépendamment de qu'est-ce que vous recherchez à faire, mais vos coûts par acquisition. Donc, ça peut être vraiment très profitable d'utiliser ces fonctionnalités donc de test. Le PPC sur mobile, en fait, c'est super important de le considérer. Donc, quand on fait on voit que le mobile, on l'a vu dans la séance sur le mobile prend de l'expansion, puis le multi-écran. Les gens, souvent, on est toujours avec notre téléphone. Donc, vraiment, il y a des utilisateurs qui sont vraiment exclusivement sur mobile même. Et donc, ça fait en sorte que vraiment, au niveau du PPC, c'est hyper important d'être présent parce que sur mobile, l'écran est plus petit. Donc, souvent, ben, les résultats organiques vont apparaître quand même assez loin. Donc, les résultats payants sont très, très importants dans ce cas-ci. Des fois, juste dans un écran avec dans le fond, les extended ads, ce qu'on voit aussi, c'est que ça prend encore plus de place. Donc, ça fait en sorte que malheureusement, si on n'est pas présent en PPC, ben il va falloir scroller un petit moment avant d'arriver dans l'organique. Donc, c'est encore plus important d'être présent en PPC vu, dans le fond, tout le volet du mobile. Il y a différentes fonctionnalités additionnelles aussi que je voulais vous présenter puis qui sont importantes à considérer, qui peuvent vous être d'une très grande utilité. Il y a le Google Traffic Phone Number. Donc, tout ça, en quoi ça consiste? C'est d'utiliser un numéro de téléphone qui est fourni par Google, qui va appeler le numéro finalement de l'entreprise lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'annonce. Donc, le Google Traffic Phone Number, on peut l'utiliser directement donc sur l'annonce. Et ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'obtenir des statistiques en lien avec les appels effectués. Donc, on voit la durée des appels. On voit chacun des appels, la durée des appels. Fait que des fois, ça peut être très pertinent pour avoir une idée, en fait, du nombre de conversions qui a pu être généré, du nombre d'appels qui a pu être généré. Parce que des fois, ben, c'est pas tout le monde qui malheureusement peut bien monitorer tout ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc, eh bien, c'est certain qu'avoir cette donnée-là, ça peut donner un coup de main là, pour vraiment optimiser puis voir finalement est-ce que le PPC avec dans le fond, est-ce que ça fonctionne bien. On peut aussi utiliser le Google Traffic Phone Number sur la page d'atterrissage en provenance d'un créatif PPC. Donc, c'est comme un numéro en Java qui est positionné comme lorsque l'utilisateur, dans le fond, arrive fait une requête, dans le fond, clique sur un créatif et arrive sur le site web, et bien là, c'est comme si le numéro de téléphone qui, généralement, on va voir sur cette page-là, va être remplacé par un numéro en Java qui est un numéro de Google et qui va donc appeler, même principe, qui va appeler le numéro de l'entreprise et qui va nous permettre d'avoir de l'information sur les durées d'appel. Un autre élément, on l'a vu dans d'autres séances, c'est le Google Customer Match. Donc, ça nous permet de cibler en positif ou en négatif des consommateurs à l'aide d'adresses courriel. Donc, par exemple, on peut décider en négatif d'exclure ses clients. Si on veut faire de la prospection, ça peut être très bien d'utiliser le Customer Match pour ça. Et si au contraire, bien, on a des listes de prospects où est-ce qu'on sait, par exemple, que ces prospects-là ont une rentabilité importante, on est prêt à payer plus cher pour aller les chercher, eh bien, on peut utiliser le Google Customer Match aussi à ce niveau-là. Si on veut faire de la vente croisée, donc par exemple, on sait qu'on a des individus qui ont un consommateur, un client qui a un produit X, mais on voudrait lui vendre un produit Y, eh bien, on peut utiliser ces listes, le Google Customer Match aussi pour ça. Les scripts, qui est une autre fonctionnalité de Google. Donc, on peut utiliser des scripts pour, par exemple, automatiser un décompte, pour créer un petit sentiment d'urgence. Pour automatiser aussi le bidding en fonction de la température. Par exemple, le village Vacances Valcartier pourrait décider de bidder plus élevé lors des journées ensoleillées. En été, bidder vraiment moins élevé ou lorsque, dans le fond, c'est des journées pluvieuses. Donc, c'est un élément qui peut être intéressant. Puis un autre élément aussi
c'est beaucoup de test and learn, mais qui peut être intéressant, c'est d'automatiser, développer un script et d'automatiser un bid en fonction de la position organique. Donc, d'essayer de comprendre, c'est sûr qu'il faut retourner un petit peu en arrière dans son historique, puis d'essayer de comprendre en organique quand j'affiche à telle position, mais quand en PPC, j'affiche à telle position, que je bid tel montant, que mon taux de clic est de tel pourcentage, et ainsi de suite. D'essayer de comprendre les relations de cause à effet pour pouvoir ajuster son bidding en fonction de sa position organique. Donc ça peut être un élément aussi intéressant. C'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui peut être bien intéressant de faire. Donc vraiment d'automatiser un bid en fonction de sa position organique pour déterminer si tu affiches ou tu n'affiches pas en PPC. Donc c'est un autre exemple de fonctionnalité qu'on peut utiliser avec Google. Alors, d'autres fonctionnalités, dans le fond, qu'on peut utiliser sur Google, en fait, présentement, il y a un bêta qui est à venir, qui est l'audience similaire. Donc, comme on l'a vu, en fait, dans les séances sur les médias sociaux et sur la publicité numérique, donc au niveau des médias sociaux, c'est appelé beaucoup le lookalike, eh bien, l'audience similaire, donc, nous permet vraiment de rejoindre des consommateurs potentiels qui ont des similarités, finalement, avec vos clients ou avec les prospects ou les gens que vous tentez, finalement, de rejoindre. Donc, dans ce cas-ci, l'audience similaire peut se créer via les adresses courriels, donc un petit peu en lien avec le Customer Match pour Google. Eh bien, on peut vraiment utiliser finalement l'adresse courriel pour aller chercher des audiences similaires. Et on peut aussi l'utiliser, on pourra l'utiliser en fait pour les gens qui, par exemple, vont avoir converti donc sur une action spécifique pour tenter finalement via le PPC, donc d'aller rechercher des gens qui ont aussi un profil similaire ou d'augmenter finalement notre bidding auprès des gens qui ont finalement qui ont des similarités, faire une requête donc sur Google pour s'assurer donc d'afficher sur la requête. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant là, lorsque ce sera disponible. Et parlant donc de hausse de bid, en fait, c'est super intéressant de mettre en place puis de tester plein de choses au niveau des stratégies de hausse de bid. Puis je vais vous donner juste quelques exemples d'idées. Puis honnêtement, vous pouvez tester plein de choses. Il y a vraiment plein d'éléments là, qui sont possibles de faire puis de regarder est-ce que ça vaut le coup finalement d'effectuer une stratégie de hausse de bid sur tel facteur. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, en fait, c'est possible de créer, on a parlé des scripts, en fait, c'est possible de créer au script pour tout le volet, donc, d'augmenter le bidding lorsque finalement on a un spot télé qui est actif au même moment, donc qu'une personne pourrait peut-être effectuer une requête, donc parce qu'on sait que le multi-écran est très utilisé. Les gens, donc, durant les annonces publicitaires, sont vraiment sur leur mobile. Donc, justement, la synergie entre ce multi-écran-là, eh bien, c'est possible de travailler un script. Vous prenez en fait, vous demandez à votre agence média d'avoir vraiment la vue de tous les heures où est-ce que vos spots télé vont être, dans le fond, vont apparaître à la télé. Et dans ce cas-ci, eh bien, vous pouvez vraiment hausser finalement, faire une stratégie de hausse de bid à ces moments clés-là. Donc, pour vous assurer que si un consommateur effectue une requête, eh bien qu'au même moment donc que votre annonce télé, vous allez aussi apparaître. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, juste pour vous donner d'autres idées, des codes postaux. Donc, vous pouvez tenter de peut-être, il y a peut-être des marques qui, pour vous, ont plus de valeur. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser, des fois, il y a beaucoup d'organisations qui utilisent la CLV, qui est le Customer Lifetime Value. Peut-être que vous avez d'autres indicateurs dans votre organisation, mais d'avoir vraiment une vue, si vous observez en fait qu'il y a peut-être des codes postaux qui ont une meilleure rentabilité, un meilleur taux de succès, un meilleur taux de conversion d'achat. Donc, eh bien, vous pouvez peut-être effectuer justement une stratégie pour hausser le bidding là, sur ces codes postaux-là pour vous assurer donc d'apparaître auprès des requêtes des consommateurs qui se retrouvent dans ces environnements-là. Donc, ça peut être une autre possibilité. Aussi, on peut utiliser, on parlait de stratégie d'audience, en fait, donc sur Google, qu'est-ce qui est possible, vu que on est sur Google, en fait, au niveau d'AdWords, vous pouvez dans le fond, allez vous créer des listes de remarketing. On avait parlé un petit peu dans la séance sur la publicité numérique. Vous allez vous créer des listes de remarketing via Google Analytics. Et puis, donc, d'un point de vue PPC, eh bien, vous pouvez augmenter votre bidding sur certaines listes de remarketing. Donc, si par exemple, un utilisateur qui aurait vu une publicité YouTube dans ce cas-ci, eh bien peut-être et qui recherche un mot-clé en lien donc avec ce que vous vendez, eh bien, dans ce cas-ci, peut-être
s'assurer justement de rehausser votre bidding parce qu'il a déjà été exposé à une de vos publicités. Fait que c'est un autre point de contact dans ce cas-ci. Donc, ça peut être intéressant là, de tester un petit peu cette stratégie-là. Et sinon, ça peut être aussi au niveau des appareils utilisés. Si vous réalisez, par exemple, que vous avez vraiment plus de conversions sur mobile, eh bien, dans ce cas-ci, vous pouvez décider lorsque c'est un utilisateur qui est sur un appareil mobile, de rehausser encore une fois votre bidding puisque peut-être vous avez des meilleurs taux de conversion. Donc, il y a plein de possibilités, là, je vous en ai juste nommé quelques-unes, mais de vraiment mettre en place des stratégies de hausse de bidding, ça peut être très profitable. Donc, des fois, il y a vraiment d'aller trouver ou chercher les éléments que vous observez qui génèrent une meilleure conversion, et bien d'aller s'assurer de rehausser ou qui ont une meilleure CLV, les consommateurs les plus rentables, d'aller rehausser votre bidding en fait sur ces gens-là pour encore une fois en bout de piste là, vraiment favoriser votre conversion auprès des bons consommateurs. Et maintenant, d'un point de vue, donc, mesure, en fait, un élément qui est super important de regarder, en fait, puis de garder un œil sur cet indicateur, c'est vraiment votre part de voix. C'est aussi appelé share of voice. Peut-être que vous êtes plus familier avec cette façon là, de dire. Donc, qu'est-ce que ça représente, la part de voix? En réalité, là, donc, c'est le pourcentage de fois que votre publicité va faire partie donc des 4 premiers résultats de recherche, justement. Donc, lorsque les consommateurs font une requête, par exemple, assurance auto, je vais garder le domaine de l'assurance de dommages, donc assurance auto, eh bien, votre part de voix dans ce cas-ci, ça va indiquer, donc si par exemple vous avez une part de voix de 32%, eh bien, ce que ça l'indique, la manière d'interpréter le chiffre, ça veut donc dire que, eh bien, dans 32% des requêtes reliées donc peut-être au terme assurance auto, eh bien, vous avez fait partie des 4 résultats de recherche. Donc, c'est un peu ce que ça dit. Alors, si vous avez justement une part de voix de 32% et que vous avez encore du budget restant, puis bien, ça veut donc dire que vous pourriez hausser votre budget quotidien parce que c'est comme si présentement vous perdez beaucoup de requêtes, là, donc de possibilités d'apparaître sur des requêtes. Si à l'inverse, vous êtes à 98%, bien là, ça veut donc dire que c'est très bien. Là. Donc, pour la très grande majorité, vous faites partie des 4, finalement, résultats de recherche. Donc, c'est important de suivre ça parce que quand on voit que notre part de voix diminue beaucoup, là, ben, il faut se poser des questions, il faut essayer de regarder ben, comment ça, c'est parce que je suis pas capable d'apparaître dans les 4 premiers résultats parce que peut-être que je bid pas assez, peut-être que mon quality score est pas bon, peut-être que je devrais revoir un petit peu mes formats d'annonce. Fait qu'il faut se poser des questions. Ou est-ce que c'est parce que justement je manque de budget, donc ben, malheureusement je peux pas apparaître plus souvent. Ça peut démontrer que peut-être que ça serait bénéfique en fait si PPC vous génère des coûts par acquisition très faibles. Peut-être que de dire ben j'aurais besoin d'un budget additionnel, donc parce que présentement, eh bien, je perds énormément de potentiel finalement de convertir, donc d'augmenter, d'aller chercher un budget additionnel finalement pour augmenter votre part de voix. Donc, fait que c'est super important là, de suivre de très près cet indicateur-là, donc qui vous démontre un petit peu finalement est-ce que vous allez chercher le maximum de potentiel ou est-ce que au contraire, vous en laissez aller beaucoup? Et bien sûr, le PPC, c'est un média qui est super flexible, qui vous permet vraiment d'avoir en temps réel, en tout temps, des indicateurs de performance. Donc, consultez votre compte AdWords, assurez-vous en fait que vous êtes vraiment optimal dans ce que vous faites. Donc, c'est vraiment important là, d'analyser la performance, de regarder le volume de requêtes, de regarder, il y a vraiment plein d'indicateurs. Vous pouvez regarder vos impressions, vos clics, vous pouvez regarder vos conversions, ça dépend toujours est-ce que vous avez c'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est de générer des ventes? Est-ce que c'est de générer des soumissions, des formulaires remplis, des clics? C'est vraiment selon votre indicateur là, de suivre de très près la performance de vos campagnes parce que rapidement, on peut voir s'il faut
poser des actions. Puis même récemment, là, c'est super intéressant. Dans le fond, Google au niveau d'AdWords, ils ont rajouté, donc on peut rajouter différentes colonnes justement dans le suivi des performances, où est-ce qu'on peut aller regarder un petit peu plus détaillé le volet du Quality Score. On a parlé beaucoup, donc c'est un indicateur qui est important, mais on peut vraiment aller regarder, est-ce que c'est plus la landing page qui nous fait perdre du Quality Score, est-ce que c'est plus notre taux de clic? On peut aller vraiment plus regarder qu'est-ce qui semble être moins bon à ce niveau-là. Donc, je vous dirais là, que dans AdWords, il y a énormément d'informations donc que vous pouvez suivre puis qui vous permet vraiment de regarder où est-ce que qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis rapidement, donc faut vraiment être très réactif, même proactif, je vous dirais. Donc, faut toujours essayer faut suivre la performance, puis toujours regarder, puis comprendre qu'est-ce qui performe moins bien, puis comment est-ce qu'on peut améliorer finalement cette performance-là, donc pour maximiser donc les dollars investis finalement auprès des personnes qui vont le plus convertir. De budgéter en fonction de la profitabilité aussi, donc de vraiment maximiser les chances d'apparaître sur les bons mots-clés auprès des bons consommateurs. Être présent dans les moments les plus profitables. Il y a des gens qui peuvent se rendre compte que durant le jour, par exemple, il n'y a rien qui se passe, c'est en soirée que tout s'effectue. Donc, d'être vraiment présent, de maximiser son budget dans les heures les plus profitables ou dans les moments de l'année les plus profitables ou si c'est le lundi, mardi, les moments de la semaine. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'on peut maximiser. Et au niveau du PPC, je veux finir par vous parler, en fait, en vous parlant là, donc d'une plateforme qui est DS3, c'est Double Click Manager, donc qui offre cette plateforme. Et en fait, qu'est-ce qui est super intéressant à ce niveau-là, c'est que c'est une plateforme qui permet vraiment d'automatiser des enchères. Donc, pour ceux et celles qui effectuent donc, de l'achat de mots-clés, mais vraiment dans un objectif de conversion, donc de vente en ligne ou de conversion très spécifique, eh bien, sur son site web, là, donc sur un environnement externe, eh bien, dans le fond, ce type de plateforme-là peut être vraiment utile parce que qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça vient automatiser des enchères. Donc, on vient en fait indiquer là jusqu'où on est prêt à payer, le prix plancher, le prix plafond. Il y a plusieurs, en fait, critères qu'on peut remplir. Puis ce que ça permet de faire en bout de piste, ça permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle des coûts dans le but de venir vraiment maximiser le volume, mais de garder un faible coût par acquisition. Donc, tu sais, on cherche souvent au niveau du PPC, c'est dans le fond, la guerre est là, c'est vraiment d'essayer de trouver le sweet spot, si je peux dire, entre le volume et le coût, parce que des fois, eh bien, on va peut-être être prêt à payer un petit peu plus cher si on est capable d'aller chercher un volume additionnel très élevé. Donc, tu sais, c'est toujours d'essayer de trouver c'est quoi le juste milieu entre les deux. Alors, des plateformes comme DS3 d'enchères automatisées, ça permet vraiment aux algorithmes d'apprendre, donc selon un petit peu qu'est-ce que vous, en tant qu'entreprise, est profitable, donc de vraiment finalement aller tester puis trouver vraiment qu'est-ce qui va être le mieux là, donc à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment intéressant là, de mettre en place, d'utiliser ce type de plateforme-là. C'est sûr qu'à la base, il faut avoir un compte assez stable, je vous dirais. Donc, parce qu'au début, vous allez voir, si vous utilisez donc, par exemple, DS3, eh bien, c'est sûr, quand on débute, eh bien là, l'algorithme apprend. Il faut lui laisser le temps, ça prend un certain temps, ça prend un peu de volume, puis après ça, bien, ça va se stabiliser. Puis, vraiment, sur du moyen terme, c'est très, très, très rentable. Donc, en fait, la stratégie, c'est une stratégie d'enchère, là, finalement, qui va être effectuée sur chacune des campagnes. On va pouvoir aller dire vraiment c'est quoi le prix maximum que je suis prêt à payer, donc pour aller rejoindre finalement une conversion, pour aller générer une conversion. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs critères qui peuvent être définis dans la stratégie d'enchère, par exemple, par appareil, par localisation, par liste de remarketing. Donc, fait que c'est vrai, je vous dirais, là, si vous êtes vraiment dans un mode de conversion spécifique, donc d'explorer l'utilisation d'une plateforme d'enchères automatisée, ça peut être vraiment très bénéfique là, pour justement trouver le contrôle entre le volume puis le faible CPA. Là, c'est vraiment très performant. Puis je vous dirais, c'est sûr que quand on utilise ce type de plateforme-là, ben, il y a peut-être une petite, des fois, ça va coûter, il y a un petit montant en fait qu'il faut payer là, pour l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est sûr que
faut regarder ce volet-là, mais souvent, là, d'un point de vue conversion, ça va tellement aider à réduire le CPA qu'en bout de piste, ça va être ça vous coûtera ça ne vous coûtera pas plus cher donc d'utiliser finalement une plateforme comme ça. Maintenant, on va parler du SEO, donc qui est vraiment le référencement organique. Donc, qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est une discipline du marketing qui vise à augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche en référencement organique, donc au niveau du non payant. Ça porte sur plusieurs éléments techniques et créatifs qui sont requis pour améliorer le rang, générer du trafic puis augmenter la notoriété sur les moteurs de recherche. Le SEO, en fait, c'est tout plein d'éléments. Il y a les mots-clés, il y a le volet de la confiance, l'architecture, il y a le comportement du consommateur, il y a les contenus, il y a tous les liens, tout le volet d'HTML du site, la structure du site, les médias sociaux aussi qui sont très bons pour le SEO. Donc, il y a tout plein de facteurs qui vont influencer le SEO. Donc, comment ça fonctionne le SEO? Comment est-ce que Google détermine c'est quoi les annonces, ou c'est pas des annonces dans ce cas-ci, mais c'est quoi dans le fond les sites qu'il va indexer, qu'il va positionner en premier? Bien, premièrement, il y a tout le volet de l'exploration. Donc, Google les moteurs vont vraiment identifier les pages qui méritent d'être indexées, vérifier si elles ont été modifiées. Dans le fond, tout ça, ça va s'effectuer avec des robots. Ils accèdent aux pages web, ils récupèrent les URL de référence, puis ils procèdent à l'analyse, puis à l'indexation. Donc, l'indexation, c'est la création d'un index qui permet au moteur de recherche de trouver rapidement les pages les plus pertinentes, dans le fond, en lien avec la requête qui va être saisie par l'utilisateur. Les informations indexées vont se composer d'expressions présentes au sein d'un document, ainsi que de d'autres données qui vont caractériser la page, comme par exemple le titre, les métatags, description, dans le fond, le page rank, l'indice de confiance ou d'autorité. L'autorité, c'est un indice très important. La note de spam. Fait qu'il y a tout plein d'éléments là, qui font en sorte que on va déterminer l'indexation. Ensuite de ça, il y a tout le volet du classement, le scoring. Fait que dans le fond, les moteurs de recherche vont classer la table de référence suite à l'indexation en fonction de leur pertinence. C'est un processus, en fait, tout ça qui s'effectue en temps réel. Et puis, le traitement de la requête et l'affichage des données auprès du consommateur. Donc, c'est un petit peu la façon que ça fonctionne. C'est important de bien comprendre le comportement du consommateur. Donc, quand on veut travailler une stratégie d'SEO, une des premières étapes, c'est d'identifier les mots-clés et les expressions clés, les abréviations d'expressions de mots-clés qu'il faut mettre de l'avant. Donc, on peut identifier les requêtes effectuées par les consommateurs. Donc, essayer de tenter de comprendre un peu c'est quoi les mots-clés qui sont recherchés tout au long du path to purchase, tout au long du consumer journey. Donc, on peut utiliser différents outils comme par exemple le Google Trend, qui est un bon outil pour ce faire. On peut monitorer les mots-clés tapés des fois par les utilisateurs pour entrer sur votre site web. Donc, avec Google Analytics, vous pouvez avoir ce genre de données-là. Le monde qui sont venus visiter mon site ou qui sont venus visiter telle page sont entrés avec quels mots-clés. Ensuite de ça, on peut monitorer les mots-clés qui sont tapés aussi sur les moteurs de recherche internes. Pour les sites qui ont des moteurs de recherche internes, c'est un très bon intrant pour voir un petit peu le genre de requête que les consommateurs effectuent. Puis, on peut aussi identifier les mots-clés en PPC qui génèrent le maximum de conversions pour aider notre SEO. Un autre élément, c'est important d'identifier les sites de la concurrence et leur positionnement sur les différents mots-clés identifiés. Il y a différents outils tels que le Bright Edge et Moz, dans le fond, qui permettent de faire ce genre d'analyse-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une multiplicité de facteurs qui influencent le référencement organique. C'est un algorithme. Personne ne connaît la recette clé, en fait, de qu'est-ce qui vraiment va favoriser les positions au niveau de l'organique. Par contre, il y a des bonnes pratiques, il y a des éléments qui, dans le fond, différentes études vont avoir prouvé que tout ça, ça va aider au niveau du référencement organique. Donc, tous les liens pointant vers le nom de domaine. Donc, là, on parle du off-site. Ça, c'est un des éléments les plus importants. Tous les liens pointant vers une page spécifique du site, donc des liens externes qui vont pointer vers des pages spécifiques du site, ça aussi, encore une fois, c'est du off-site, ça c'est hyper important. Ça va nous aider à ranker. Toute l'utilisation des mots-clés sur une page. Fait que ça, pour optimiser son site, ça prend faut s'assurer que pour chacune des pages, qu'on a identifié les bons mots-clés à mettre de l'avant. Donc, puis ça va nous aider. Autre élément de la page, autre que les mots-clés, en fait. Donc, ça peut être les images, des fois les vidéos,
SEO, ça peut, bien que des fois Google a de la misère avec le temps, donc dans l'algorithme, c'est de plus en plus pris en conséquence. La réputation de la marque et de son nom de domaine, ça c'est un élément aussi important. Les données du trafic puis de l'utilisateur. Les mesures des signaux sociaux de la page, l'utilisation des mots-clés dans le domaine, donc dans son nom de domaine, d'avoir des bons mots-clés, ça va donner un bon coup de main. Les éléments du nom de domaine aussi autres que les mots-clés, donc ça va être des éléments donc qui vont aider au niveau du SEO. Donc au global, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs éléments on-site puis plusieurs éléments off-site qui vont nous permettre d'optimiser notre SEO. Il y a des éléments qu'il faut éviter en SEO. Donc, les moteurs de recherche cherchent à évaluer les sites les plus riches en contenu, puis ceux qui disposent de liens entrants qui sont authentiques et qui ont vraiment une vraie popularité. Donc, faut essayer d'éviter les techniques de création de liens automatiques, le link baiting, là, qui consiste à payer des liens ou échanger des liens entre sites. Donc, exemple, je pointe mon site vers le tien si tu fais la même chose. Ça, dans le passé, ça se faisait. Mais là, il y a plusieurs algorithmes là, tels que Google Panda, Penguin, Hummingbird qui avaient pour objectif justement de distinguer, de mieux classer les sites à vrai contenu. Utilisant des mots-clés de façon naturelle, puis obtenant des liens entrants sans les payer ou les échanger. Fait avec tous ces algorithmes-là, eh bien, ça fait en sorte que ça a modifié les algorithmes, ça a modifié un peu les pratiques. Donc, Google aime pas ça qu'on fasse du link baiting, donc il faut essayer d'éviter ça. Aussi d'éviter les techniques de bourrage de mots-clés sur son site. Donc, c'est correct d'avoir une densité de mots-clés, mais si c'est artificiellement gonflé, que ça fait aucun bon sens, que c'est fatigant pour le consommateur à lire, c'est redondant, eh bien, ça va être sanctionné par Google. Donc, ça ne sera pas positif dans ce cas-ci. Pour lutter contre, fait qu'en gros, c'est ça, pour lutter contre le spam puis les sites de parking, donc des sites qui compilent uniquement des liens, par exemple, sans contenu, Google change régulièrement son algorithme de recherche. Donc, c'est vraiment important de s'assurer quand même, quand on fait du SEO, d'utiliser les bonnes pratiques. On va parler un petit peu de l'optimisation on-site parce que, en fait, pour vraiment maximiser son SEO, ben, il y a tout le volet sur son site web, eh bien, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider. Premièrement, il y a tout le volet des métadonnées. Donc, les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Il y a les métatitres. Vous voyez ici, par exemple, l'exemple de CoverGirl. Le métatitre, c'est ce qui apparaît un peu dans le titre. C'est le titre, là, justement, qui apparaît. Donc, rouge à lèvres, lip perfection de CoverGirl dans ce cas-ci. Ensuite de ça, tu as les méthodes de description. Donc, ça, c'est la description qui apparaît en dessous, là, comme par exemple, transformer vos lèvres et votre journée grâce à une superbe couleur vive. Notre formule renferme un complexe enrichi d'une protéine de soie qui aide à... et ainsi de suite. Donc, il y a différentes bonnes pratiques. Les métatitres, on essaie d'avoir 60 à 70 caractères. Les métadescriptions, 170 à 200 caractères. Il faut utiliser des titres courts, engageants, essayer de positionner les mots-clés le plus possible au début aussi. Les descriptions doivent résumer le contenu de la page, comprendre les mots-clés le plus possible. Dans le fond, les données doivent être spécifiques aussi à chacune des pages pour que Google ne qualifie pas dans le fond, comme du contenu dupliqué. Donc, c'est important que pour chacune des pages, on ait sa propre métadescription. Le nom de domaine et la structure de l'URL aussi, c'est des éléments très importants. Donc, quand on parle de nom de domaine, c'est par exemple ici Promutuelle Assurance. Puis la structure de l'URL, c'est de quelle façon, là, dans ce cas-ci, on a le nom de domaine. Ensuite de ça, on a la langue. Ensuite de ça, on a bon la page de niveau 1, Assurance Auto. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'avoir des mots-clés dans son nom de domaine. D'essayer d'utiliser le mot-clé comme premier mot dans son nom de domaine. C'est pas toujours possible, mais d'essayer le plus possible. Faut avoir un URL par page. Il faut avoir une structure de répertoire qui va être simple et accessible. Donc, je vous mets ici le rappel un petit peu de l'anatomie d'un URL. La structure du site, c'est important de positionner les pages les plus importantes, en fait, où est-ce que dans les premiers niveaux de l'architecture d'information du site. Donc, parce que c'est certain que le ranking d'une page va vraiment varier d'une page à l'autre. Les mots-clés ou les expressions-clés gagnent à être présents sur la page d'accueil du site, puis sur les pages aussi de niveau 2, justement, des premiers niveaux, là. Donc, si on veut, par exemple, ranker sur Assurance Auto, eh bien, c'est important que la page Assurance Auto, dans ce cas-ci, par exemple, soit vraiment une page de niveau 2. Il faut que dans la page d'accueil, sur la page de niveau 1, qu'on ait vraiment la présence de ce mot-clé-là aussi. Les pages placées en haut de l'arborescence, donc page d'accueil, les pages en évidence aussi dans le menu,
généralement, c'est eux autres qui sont les mieux notés. Puis celles situées dans le plus bas de l'architecture, puis celles qui sont absentes du menu, en fait, puis celles qui possèdent qu'un nombre faible de rétroliens internes, donc qu'on fasse des liens entre différentes pages, et bien tout ça, souvent c'est les pages qui vont être les moins importantes, qui vont le moins ranker dans un site. Le contenu, en fait, il y a beaucoup de bonnes pratiques pour essayer de maximiser son SEO. Donc, c'est important d'avoir des pages qui vont comporter suffisamment de mots. C'est important dans le sens que si on a très peu de mots, c'est pas bon pour le SEO. Par contre, si on a trop de mots non plus, c'est pas bon pour le UX. Fait que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Faut pas essayer d'avoir trop de mots non plus puis de venir un petit peu tout déstabiliser l'expérience utilisateur. C'est pas non plus la meilleure pratique, mais c'est sûr que d'avoir suffisamment de mots, ben souvent les pages les plus longues, c'est les pages les mieux indexées. Utiliser des mots-clés dans les titres H1, H2, H3. Qu'est-ce que c'est ces titres-là? Là, souvent, dans le fond, tu vas avoir un seul H1 dans une page, c'est le titre principal. Tu peux avoir quelques H2 dans une page, fait que ça, c'est un peu des sous-titres. Puis tu peux avoir, en dessous des sous-titres, eh bien, tu peux avoir vraiment un autre titre, là, disons un H3. C'est important. En fait, ça, là, tous les H1, H2, H3, c'est vraiment très payant en termes de SEO. Donc, c'est important de maximiser l'utilisation des mots-clés sur ces titres-là. Puis, c'est important aussi de conserver une très bonne structure. Donc, par exemple, on débute pas une page avec un H2. Donc, on va se pénaliser en SEO. Donc, il faut toujours commencer par un H1, suivi d'un H2. On peut ensuite aller à un H3, après ça retourner à un H2 si on veut, mais il ne faut pas passer, par exemple, d'un H1 à un H3 directement. Utiliser des mots-clés dans le contenu. Donc, c'est important donc d'avoir une bonne densité de mots, mais on l'a vu tout à l'heure, il faut faire attention aussi parce que des densités gonflées, ça peut avoir un impact négatif. Il faut s'assurer de positionner les mots-clés importants dans les 100 premiers mots de la page. Donc, c'est sûr que plus les pages vont être positionnées au début, mieux ça va être. D'utiliser des liens internes et positionner les mots-clés importants sur les liens. Donc, quand on redirige vers une autre page, d'avoir sur son lien un mot-clé, c'est très bon. Faire attention au contenu dupliqué, c'est pas bon pour le SEO. Donc, disons qu'on a du contenu qu'il faut qu'il soit différent d'une région à l'autre. Il faut faire attention parce que des fois, ça crée du contenu dupliqué puis c'est pas bon. Optimiser les images, donc mettre des méta-images pour aider Google à lire en fait qu'est-ce qui se retrouve. Mettre à jour le contenu de façon régulière aussi, ça c'est un élément qui est très positif au niveau SEO. Utiliser des images, des vidéos, des éléments multimédia, c'est quelque chose que Google prend de plus en plus en considération. Alors maintenant, d'un point de vue SEO, là, donc pour venir maximiser en fait vos taux de clic dans ce cas-ci, c'est important d'utiliser finalement toutes les balises pour utiliser les rich snippets. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu on appelle ça des snippets enrichis. Ça donne de l'information supplémentaire justement à partir de microdonnées qui sont insérées dans les pages. Donc, il faut vraiment remplir toutes les balises pour permettre finalement que des snippets puissent être générés. Donc, dans ce cas-ci, c'est possible de voir apparaître directement dans les pages de résultats des informations comme par exemple l'auteur de la page, le téléphone des entreprises, la durée de réalisation d'une recette de cuisine, la vie. Alors, c'est sûr que quand on apparaît avec un rich snippet, eh bien, ça prend plus de place au niveau de l'annonce SEO, l'annonce organique. C'est sûr que ça capte un petit peu plus l'information. Puis, tu sais, en plus, finalement, il y a de l'information à valeur ajoutée. Donc, ça permet en règle générale là, vraiment d'optimiser son taux de clic. Donc, ça permet aux sites justement qui apparaissent avec des finalement c'est ça, aux sites qui apparaissent avec des résultats de recherche avec des rich snippets. En fait, ça permet vraiment de se différencier des autres dans le résultat de recherche en question. Que vous ne pouvez pas choisir d'apparaître avec un snippet, c'est vraiment Google qui va donc décider en fonction finalement qu'est-ce qui est le plus pertinent. C'est toujours une question de pertinence. Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour l'utilisateur qui effectue la requête? Va afficher donc avec des snippets auprès de ces sites-là qui sont les plus pertinents. Fait qu'il faut quand même mettre en place des efforts donc pour justement maximiser le SEO pour démontrer à Google que finalement votre site est pertinent pour tel type de requête et là donc vous aurez la chance de voir un petit peu peut-être vos snippets apparaître et donc ça donne un gros coup de main sur le taux de clic.
Maintenant, on va parler de tout ce qui est optimisation, mais au niveau du off-site, qui est un élément très important au niveau du SEO. On va parler de link building, l'acquisition de liens, backlinking. Il y a plusieurs mots là, qui veulent tous dire la même chose. En fait, l'acquisition de liens, c'est vraiment un élément très important en SEO parce que ça l'aide à déterminer la pertinence d'une page. On entend par stratégie d'acquisition de liens un processus qui permet d'acquérir des liens sur des sites externes vers notre site web. C'est certain que plus on va avoir des liens sur des sites qui sont de bonne qualité, donc plus les sites externes vont être de très bonne qualité, vont avoir une bonne page authority, et bien tout ça, s'ils mettent des liens vers notre site, ça va vraiment nous aider. Par contre, il faut être vigilant dans la mise en place d'une stratégie d'acquisition de liens parce que on veut pas justement être pénalisé par Google. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est important de prioriser la qualité des liens. L'objectif, c'est pas d'avoir 1 million de liens de qualité vraiment désuète puis d'essayer de faire du link baiting, c'est pas bon. Donc, les moteurs de recherche se servent des liens pour découvrir des nouvelles pages web, pour déterminer aussi le ranking d'une page. Lorsque l'on parle justement de référencement organique pour essayer de s'aider avec justement du link building, il y a un élément qui est important de regarder. En fait, c'est tout ce qui est l'attribut nofollow. En fait, ce que c'est que c'est possible d'indiquer à Google de ne pas considérer des liens en utilisant dans le cas de l'attribut nofollow. En général, cette spécification-là, elle va être utilisée, disons qu'il y a du contenu qui peut être créé par les consommateurs. Par exemple, si on a un blog, des posts sur des forums, des commentaires, des sites éditables tels que, mettons, Wikipédia, Yahoo Answers, ainsi de suite. Bien souvent, mettons, ces sites-là vont mettre l'attribut nofollow parce que on veut pas nécessairement que Google considère tous ces éléments de consommateurs qui, en bout de ligne, ça n'a pas été fait là, dans le but justement de créer des stratégies de backlinking. Et aussi, tout le volet des fois de la publicité, en fait. Je vous donne un exemple, des contenus natifs qui sont commandités par un annonceur. On peut décider de faire du contenu natif pour nous aider d'un point de vue SEO. Par contre, bien souvent, comme c'est de la publicité en bout de ligne, il va y avoir, les sites vont mettre en fait, sur lesquels on va acheter, vont mettre l'attribut nofollow, ce qui fait en sorte que Google ne considérera pas nécessairement, dans le fond, ce lien-là dans justement la recherche au niveau de l'organique. Et même chose au niveau des communiqués de presse aussi, bien souvent, il va y avoir l'attribut nofollow. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est certain que peut-être qu'on ne sera pas considéré au niveau du backlinking. Par contre, même si on utilise ce genre de stratégie-là, comme par exemple les contenus natifs, eh bien, en bout de ligne, c'est certain que ça va nous aider aussi d'un point de vue SEO parce que si on fait rentrer du trafic, en bout de ligne, ça apporte du trafic sur notre site, puis l'entrée de trafic, c'est un élément qui est positif au niveau du SEO. C'est certain que ça peut permettre de créer plus de trafic, de maximiser aussi, dans le fond, les taux de clic, de réduire les taux de rebond. Puis si en bout de ligne, les utilisateurs restent plusieurs minutes sur le site, ça c'est un élément très important en matière de SEO. Donc, ça peut tout de même apporter un apport positif au niveau du SEO. Donc, on parlait de stratégie de link building, justement, ou de backlinking, ou de stratégie d'acquisition de liens. Donc, il y a différentes façons de travailler ce genre de stratégie-là. Tout premièrement, il y a les contenus natifs sur différents sites premium. Donc, on en a parlé tout à l'heure, peut parfois avoir l'attribut nofollow. Donc, de façon directe, peut-être que ça allait être plus ou moins. Par contre, de façon indirecte, ça va certainement donner un gros coup de main. Qu'est-ce que c'est du contenu natif? On l'a vu dans la séance sur la publicité numérique, c'est d'acheter soit par un vendeur ou directement via des éditoriaux du contenu natif commandité par l'annonceur qui inclut des liens avec justement des mots-clés payants qui vont rediriger sur notre site web. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant, oui, d'un point de vue SEO, mais aussi d'un point de vue considération, d'un point de vue éducation pour la marque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très profitable.
Ensuite de ça, un autre type de stratégie de link building qui peut être effectuée, c'est des relations, dans le fond, avec des blogueurs, des influenceurs ou des sites qui sont en lien avec notre marque et nos produits. Donc, on peut, dans le fond, passer directement par les éditoriaux, directement par les blogueurs, essayer de se bâtir un réseau finalement qui est en lien avec notre produit pour leur proposer de rédiger des articles qui sont en lien avec notre marque ou avec nos produits, puis y inclure des mots-clés justement, y inclure des liens en fait avec des mots-clés payants qui vont rediriger vers notre site web. C'est sûr qu'il faut souvent faire attention que les blogueurs, les influenceurs ou les sites qui, dans le fond, qu'on va décider d'approcher finalement, s'assurer que l'emplacement est de qualité, puis que, dans le fond, les blogueurs aussi sont un peu conformes avec l'image de marque que nous avons. Fait qu'il faut vraiment, on le dit souvent, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, s'assurer là, que les sites, les blogueurs avec qui on fait affaire, qui font partie de notre réseau, à qui on propose d'écrire justement des articles, et bien qu'on soit à l'aise avec l'image qu'ils en dégagent. Ensuite de ça, un autre élément, c'est de regarder tous les commandites et les partenariats. Ça peut être des commandites existantes ou ça peut être d'essayer de trouver des nouvelles commandites en ligne, par exemple. Donc, ça peut être, lorsque l'on a des commandites, de s'assurer de négocier justement dans les ententes des liens qui redirigent vers notre site web. Je vous donne un exemple. Desjardins Assurance est commanditaire principal du Salon de l'Auto de Montréal. Donc, Desjardins pourrait s'entendre avec ce partenaire justement dans son entente de commandite pour en fait s'assurer qu'il y ait présence de liens, présence de contenu qui redirige justement vers le site de Desjardins Assurance. Donc ça, c'est un élément qui, c'est un quick win souvent, puis si on est commanditaire d'événements ou commanditaire, souvent, ben ça va être des événements quand même qui sont en lien avec notre produit, qui sont en lien avec notre marque aussi, donc ça se fait très bien. Sinon, on peut essayer aussi de négocier des partenariats spécifiques en ligne, puis le faire vraiment, tu sais, pour d'un point de vue considération, mais aussi d'un point de vue SEO. Par exemple, Tim Hortons commandite la Fondation des enfants dans le but de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes, justement dans les communautés. Donc, eux autres, ils offrent des camps de jour à des enfants, ce qui leur permet facilement, en fait, d'obtenir peut-être des liens justement sur les sites justement de 40 jours. Donc pour eux, en étant commanditaire de cette fondation-là, en aidant les jeunes, en offrant des camps de jour à ces enfants-là, ils peuvent facilement, dans le fond, avoir la possibilité que tous, justement, les camps de jour mettent un lien qui redirige donc vers le site de Tim Hortons. Donc ça, c'est sûr que c'est super intéressant puis comme approche. Un autre exemple, la personnelle offre de l'assurance de groupe, donc de l'assurance auto-habitation, pourrait décider de travailler avec ses partenaires, par exemple, offre l'assurance pour, je donne un exemple, l'association des vétérinaires, donc pourrait décider dans les ententes d'échange de s'assurer d'avoir justement présence de liens vers leur site web. Donc ça aussi, ça peut être très profitable. Puis aussi, on peut voir avec les fournisseurs les possibilités d'avoir des liens qui redirigent vers son site web. Par exemple, Mondou, c'est certain que vend plusieurs produits, a plusieurs fournisseurs. Donc, pourrait voir avec chacun de ces fournisseurs la possibilité d'avoir présence de liens. Par exemple, Royal Canin pourrait mettre sur leur site web que dans le fond, Mondou distribue les produits, par exemple Royal Canin ou des choses comme ça, puis avoir présence de liens avec des mots-clés qui sont intéressants pour Mondou dans ce cas-ci. Donc, ça peut être des façons de faire pour maximiser en fait les stratégies de link building. Un autre élément qui est très profitable d'un point de vue SEO, c'est tout ce qui est volet création de contenu. Donc, la création de contenu pertinente va vraiment inciter davantage de personnes à publier justement des liens naturels vers ces contenus-là, ou va permettre aussi de les approcher puis de suggérer la publication d'un lien ou d'un favori qui renvoie non seulement justement vers la page d'accueil, mais aussi vers des outils pratiques qui auraient pu être créés. Donc vraiment de créer du contenu sur son site, ça peut être du contenu vidéo, du contenu texte, des articles,
des gifs animés, ça peut être tout plein de contenu qu'on met sur son site internet. Et vraiment, ben avec cette création de contenu-là, souvent, ben c'est sûr que on peut avoir justement des blogueurs qui peuvent s'intéresser un petit peu au genre de contenu qu'on crée, des fois ça peut être des outils pratiques, et donc ça peut permettre ou maximiser les chances que notre contenu soit repris en fait donc par différentes sources qui sont en lien avec notre produit. La création de contenu aussi pour le consommateur, ça permet de créer davantage de trafic donc sur une page, d'augmenter le temps passé sur une page, puis ça, c'est des facteurs qui influencent positivement le SEO. Donc, c'est sûr que de créer des contenus de blog, par exemple, d'utiliser les médias sociaux pour driver du trafic, ça, c'est vraiment une bonne approche. C'est très, très aidant d'un point de vue SEO. Vraiment, c'est quelque chose à utiliser là, donc pour justement s'aider au niveau de maximiser son SEO. Je vous donne un exemple. Il y a L'Oréal qui a mis en place un Content Factory, vraiment très intéressant. Ils ont créé une genre d'usine de création de contenu où il y a des experts en photo, vidéo, post-production qui peuvent justement en temps réel créer des contenus qui sont destinés finalement aux 35 marques de L'Oréal. Donc, c'est un studio qui va permettre de produire du contenu local, partageable, engageant, qui permet de favoriser la considération envers les marques de L'Oréal. Fait que c'est super intéressant parce que tous les gestionnaires de marques, eux autres, peuvent demander, peuvent faire un brief, là, vraiment, et en temps réel, dans l'espace de minutes, peuvent avoir le contenu qui répond à leurs besoins pour justement le distribuer sur les médias sociaux, pour créer ce contenu-là. Donc, c'est une approche qui est vraiment très intéressante et qui certainement donne un gros coup de main d'un point de vue SEO. Je vous mets ici un exemple de stratégie de contenu, juste pour vous montrer un peu en quoi le contenu peut être utile ou de quelle façon est-ce que ça peut, on peut maximiser son SEO. Donc, la Capitale Assurance Générale, par exemple, a effectué un post sponsorisé sur Facebook pour générer du trafic sur un article de blog. Donc, vous pouvez le voir, les 11 conseils pour l'entretien d'automne de votre maison. Donc, et il y avait un article vraiment justement sur le blog de la Capitale qui était quand même intéressante et qui parlait des conseils justement pour l'entretien de l'automne de sa résidence. Donc, vraiment en lien avec la saisonnalité, des conseils pratiques pour le consommateur. Donc, c'est des contenus qui peuvent certainement être partageables, être lus. Donc, les consommateurs peuvent passer un certain temps aussi sur le site. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont très aidants d'un point de vue SEO. Donc maintenant, le PPC versus le SEO, on peut se poser la question, comment est-ce que ces deux éléments-là peuvent vivre ensemble et de quelle façon est-ce qu'on peut les optimiser et pourquoi justement dépenser en PPC si on resserre bien en SEO. Donc, on va adresser un petit peu ce genre de questions-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le PPC, même si on est très fort au niveau du SEO, a quand même certaines forces, justement, qu'il ne faut pas nier. Le PPC, ça permet souvent un meilleur taux de conversion que le SEO parce que, en bout de ligne, le PPC, on le contrôle. C'est de l'achat de médias. On peut donc adapter le créatif pour maximiser la conversion. On peut contrôler l'endroit où est-ce que l'on veut rediriger le consommateur. Donc, c'est quoi la page web qui va favoriser la meilleure conversion? On peut utiliser du click-to-call pour rediriger justement l'internaute, par exemple, dans un centre d'appel. On peut utiliser plusieurs extensions d'annonces qui vont maximiser les taux de conversion. Donc ça, c'est vraiment des éléments, des forces du PPC. Ça permet aussi, bien sûr, de générer des conversions dans l'immédiat. Le PPC, c'est un moyen court terme pour générer de la conversion. Le SEO, c'est vraiment quelque chose qui se bâtit sur du long terme. C'est sûr que le SEO, c'est très intéressant, c'est durable, mais il faut en fait vraiment planifier ça sur vraiment du long terme, tandis que le PPC, à court terme, on a des conversions. Le PPC, ça nous permet aussi de dominer la visibilité sur les termes de recherche les plus performants. Donc, on l'a vu, les 4 premiers résultats, au-dessus du SEO,
c'est du PPC. Donc, les premiers résultats de recherche, c'est des annonces, c'est du payant. Sur mobile, c'est encore plus important parce que l'écran, en fait, souvent, on voit même pas 3 annonces PPC. On doit scroller pour voir même la 4e annonce PPC. Donc, on doit quand même scroller beaucoup pour voir où est-ce qu'on se retrouve en SEO. Donc, avec le volet, l'importance du mobile aujourd'hui, c'est encore plus important d'être présent au niveau du PPC. Et puis, ça nous permet d'afficher aussi sur des mots-clés performants, des fois que le SEO ne nous permet pas toujours de faire. Par exemple, sur des mots-clés qui sont reliés à la compétition, sur des termes plus génériques qui sont peut-être plus difficiles des fois, qui ont beaucoup de compétitivité. Donc, avec le PPC, ça nous permet d'y apparaître. Donc, c'est certain que même si on a quand même une bonne position en organique, souvent, ça peut être important d'avoir aussi présence du PPC. Je vous montre ici, c'est sûr, c'est une étude qui a été réalisée par Google, donc c'est à prendre avec. C'est sûr que Google veut vendre tout de même en bout de ligne donc du PPC. Alors, mais quand même, c'est une étude qui est quand même vraie. Donc, ce que ça démontre ici, c'est que bien souvent, le PPC va performer mieux que le SEO. Donc on voit là d'un point de vue souvent de vente, d'un point de vue de valeur par visite, de pourcentage de commandes, les taux de conversion. Donc vraiment sur des variables de mesure d'action, on voit que souvent le PPC va performer mieux que le SEO. Puis ici, une étude qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une étude Google qui a démontré que lorsque les annonces payantes sont en pause, bien, en réalité, il y a 89% des clics payants qui ne sont pas récupérés par l'organique. Donc, c'est pour vous démontrer aussi l'importance de tout de même être présent en PPC, même si on est positionné au niveau de l'organique. Donc, lorsqu'un site est en première position en SEO, il y a 50% des clics sur les annonces PPC qui sont des clics incrémentaux, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu lieu s'il n'y avait eu aucune annonce PPC qui avait été effectuée. Ce taux-là, il augmente à 82% pour les positions numéro 2, de 2 à 4 et à 96% là, donc pour les positions suivantes. Donc, ça démontre ici très bien l'importance que même si on est présent en organique, c'est important d'être présent aussi donc au niveau du PPC. Donc, même si on est présent en première position, on le voit, les clics incrémentaux en fait sont tout de même très importants au niveau du PPC. Et un autre élément, ben c'est sûr que le PPC puis le SEO peut vivre très bien de façon synergétique. C'est important de favoriser une utilisation conjointe de ces deux moyens numériques. En fait, ça permet de travailler le PPC en synergie avec les résultats organiques. On offre 2 portes d'entrée pour le même visiteur, donc on rejoint l'ensemble des consommateurs selon leur comportement de consommation sur les moteurs de recherche parce que il y a des gens qui ont plus une habitude, en fait, de cliquer sur les termes organiques. Il y en a d'autres qui ont plus l'habitude de cliquer sur des termes payants. Souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, les gens qui magasinent vont plus avoir une tendance à cliquer sur de l'organique, mais lorsqu'on est rendu au point de convertir, le monde utilise un petit peu plus le PPC. Donc, ça permet de rejoindre les consommateurs aussi à différentes étapes de leur processus d'achat. Donc, justement, ce que je disais, le SEO souvent en phase de magasinage, puis le PPC en phase de conversion. Ça nous permet de dominer aussi tout le premier pli de page, autant en desktop qu'en tablette et surtout au niveau du mobile. Puis, c'est sûr que ça apporte aussi une perception auprès du consommateur de dominer quand même le marché. Ça peut apporter une crédibilité de la marque, le fait d'être présent. Ça maximise bien sûr les taux de conversion. Puis ça permet de tester rapidement aussi par le PPC les annonces et les mots-clés qui vont générer les meilleures conversions. Puis ensuite, on peut utiliser ces apprentissages-là pour les appliquer sur nos stratégies de SEO. Donc, ça nous donne l'intrant, par exemple, pour la création des titres, des métatitres, des métadescriptions, des contenus de page. Donc, ça peut vraiment nous apporter tout plein d'insights pour vraiment nous aider aussi à maximiser notre SEO.
Alors, un autre phénomène qui est important de prendre en considération au niveau du SEO, c'est tout le volet de la recherche vocale. Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, en fait, c'est près de 20% des recherches sur mobile qui vont passer par l'utilisation d'une recherche vocale. Et tu sais, il y a aussi en fait, il y a en fait la recherche vocale sur le mobile, mais il faut aussi prendre en considération au niveau des objets connectés, donc le Google Home par exemple, qui dans le fond les utilisateurs vont beaucoup utiliser pour encore une fois, tu sais, faire certaines recherches. Donc, eh bien, il va falloir s'assurer d'un point de vue annonceur de ressortir d'un point de vue organique sur ces recherches vocales-là. Et pour ce faire, en fait, au niveau de la recherche vocale, il y a différents éléments là, qu'il faut regarder. Bien, premièrement, c'est sûr que la recherche vocale va s'utiliser beaucoup d'un point de vue local. Donc, ça va être important de travailler le SEO local